Salut à toutes et à tous ceux qui nous suivent. Vidéo spéciale. Et oui, en cette période de confinement, on continue à faire des petites émissions. Voilà, ça nous démangeait avec l'équipe. On ne pouvait pas rester sans rien faire. Et donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale top 5 de nos meilleures compétitions, que ce soit en club ou en équipe nationale. Voilà, on va débattre ensemble. Ça va aussi nous permettre de nous remémorer quelques beaux souvenirs de football qu'on a eu pendant notre enfance ou même récemment. En tout cas, voilà, cette émission sera dédiée donc aux compétitions qui nous ont le plus marqué. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a du beau monde. Mohamed Touré. Salut Momo. Salut Nas, salut Salim, salut Isma, ça vous portez bien? Bah, ça va, ça va. J'espère que toi aussi, hein. Le confinement se passe bien. Moi, ça va, on gère comme on peut. C'est important, c'est important. Salim Badiaga est avec moi aujourd'hui également. Salut Salim. Salut Nas, salut Momo, salut Isma, salut tout le monde. Salut les Alors, gars. comme on peut voir, chacun vit son confinement vraiment à sa manière, hein. Salim, il est à Marseille au soleil, il est C'est bien. ça. Euh, Voilà, on est descendu, on est bien, petit voilà. soleil, tout se passe bien. Voilà, c'est Ah, carré. c'est carré, c'est carré. Profite bien, profite bien. Et Ismaël El Azali qui est également rentré à domicile dans le Nord. Salut Isma. Salut Nassourdine, salut Salim, salut Momo, salut à tous. Salut Isma. Salut Bah Isma. écoutez, ouais, on se confine comme on peut, hein, on essaie d'en profiter au maximum, hein. Donc voilà, et là il y a du beau temps sur du beau temps sur toute la France. Même si le foot il nous manque un peu, Ah, c'est le temps de profiter de ce soleil radieux. c'est clair, vous avez bien raison les gars. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous suivent, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est simple, il faut taper LBSFM sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Et j'ai rien oublié, c'est bon. Tous nos réseaux sociaux sont là, LBSFM. Les gars, on va commencer notre top 5 et on va commencer par le numéro 5. Voilà, votre numéro 5 des compétitions, que ce soit en club et en compétition internationale, hein. Voilà, je le reprécise. Vous allez me dire chacun votre tour, votre numéro 5. Je vais également vous dire mon numéro 5 et puis on va en débattre tous ensemble. Momo, commence par toi. Ton numéro 5. Copa del Mundo 2014. Coupe du Monde 2014 pour Momo. Salim? Mon numéro 5, Ouais. Coupe d'Afrique des Nations 2002. Coupe d'Afrique des Nations 2002 pour Salim. Ismaël? Coupe d'Afrique des Nations 2004. Coupe d'Afrique des Nations 2004. Et moi, mon numéro 5. C'est une compétition de club. Moi, c'est la saison de Ligue 1 2016-2017. Ok. 2017. Bon, on va commencer par parler. Allez, on va commencer par la Coupe du Monde 2014. Momo, parle-nous-en un petit peu. Dis-moi ce qui t'a marqué. Voilà, dis-moi ce qui t'a marqué, ce qui t'a plu dans cette compétition. Voilà, raconte-nous un peu et on en débat ensuite. Ah ben déjà, cette Coupe du Monde-là, elle était placée sous le signe de la fiesta, la fête, dans le pays du football, au Brésil. Donc déjà, c'était un événement particulier en soi. Après, il y avait tout cet engouement, toute cette ardeur du peuple brésilien pour cette compétition, voilà, qui était palpable et beau à voir en elle-même, avec des matchs à rebondissement. Je pense comme ça au match d'ouverture du Brésil face à la Croatie. Le match de l'Espagne le lendemain face aux Pays-Bas, des Espagnols qui mènent 1-0 et qui se font déculoter 5-1. Tu as aussi le drame brésilien avec cette demi-finale perdue face à l'Allemagne 7-1. Le drame national. Tout un pays qui attendait que le Brésil accède à la finale et qui, au final, ils se font déculoter comme on n'a jamais vu dans l'histoire d'une demi-finale en Coupe du Monde. T'as Messi qui aurait
pu rentrer dans le panthéon du football de façon définitive. Et c'est pas le cas à cause de Gonzalo Higuaín. T'as plein de choses à dire. T'as le sacre de l'Allemagne également, parce qu'il faut pas le minimiser non plus. Ouais, Il y a plein de choses à dire. Cette Coupe du Monde-là, franchement, elle était pas mal. Elle était ouais, pas mal du tout. ouais. Les gars, Salim, Isma, un commentaire sur ce que vient de dire Momo et votre ressenti par rapport à cette compétition, la Coupe du Monde 2014. Salim? Bah ouais, c'était une belle Coupe du Monde. Déjà, le contexte, comme on a dit, hein, c'est au Brésil, c'est au pays de la fête, c'est l'Amérique du Sud. On attendait depuis longtemps le retour d'une Coupe du Monde au Brésil, en terre brésilienne. Déjà, rien que ça, par rapport au contexte, par rapport aux attentes de la compétition et ce qui se passait sur place, c'était énorme. Et après, ouais, non, il y avait des bons matchs. Franchement, il y avait des bons matchs. Le 7-1 Allemagne-Brésil, quand même, qui restera à jamais dans l'histoire. Voilà. Bon, après, pour moi, c'était pas la meilleure des Coupes du Monde parce que je trouve qu'au niveau des grandes affiches, il n'y en a pas eu énormément, malgré tout, finalement. Mais non, c'était une bonne Coupe du Monde. C'était une bonne Coupe du Monde. Voilà, des buts. En plus, l'Argentine qui arrive en finale. Donc, voilà, on attendait peut-être que Messi gagne sa première Coupe du Monde. Finalement, il a échoué sur l'Allemagne qui était incontestablement au-dessus de toutes les autres équipes. Et puis voilà, après, voilà, un petit bémol sur le parcours de l'équipe de France. Bon, ils sont sortis les poules, mais après, voilà, on attendait un gros exploit. Ensuite, on ne l'a pas eu. Mais sinon, non, globalement, c'était une belle petite Coupe du Monde. Pas exceptionnelle, mais une bonne Coupe du Monde. Ismaël? Ouais, c'est vrai que c'était une compétition mémorable. On s'en rappellera quand même, surtout par rapport au score hein, que le Brésil a pris contre l'Allemagne notamment. C'était une compétition où il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de fêtes. Donc, c'est vrai que c'est une compétition où on attendait beaucoup les grosses équipes et au final, je trouve qu'elles ont un peu déçu, à part l'Allemagne évidemment. Mais Quand même, on attend. dans le dernier carré, tu avais quand même l'Argentine, tu avais quand même l'Allemagne, tu avais quand même le Brésil. C'est pas des petites nations, Isma. C'est Ouais, les nations, justement, les j'ai pas grandes nations, fini. elles ont quand même. Vas-y, je te laisse Justement, j'ai pas terminer. fini. Termine. Parce que justement, j'allais rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas encore dit. C'est justement, comme disait Momo, il y avait l'Argentine, il y avait le Brésil aussi qui était là dans le dernier carré. Il y avait aussi des nations sud-américaines que peut-être le grand public ne connaissait pas forcément et qui ont réussi à performer, notamment en phase finale. Je pense au Chili notamment. Costa Et c'est Rica. en ça que Colombie. j'ai trouvé, ouais, la Colombie aussi. C'est en ça que j'ai trouvé cette Coupe du Monde qui sort un petit peu du lot. Colombie, Ouais. Costa Rica. Ouais, Costa Rica, ouais. Mais après, je mets un bémol sur je mets un bémol sur le pays organisateur quand même, même si le Brésil arrive en demi-finale. Bon, c'est un parcours un petit peu chaotique. Voilà, on se souvient de la séance de tir au but, voilà, les peurs C'est de chaotique. Thiago Silva, etc. Et voilà, on entendait quand même Justement, un grand Brésil, parce que le Brésil, c'est quand même l'équipe qui fait rêver tout le monde au niveau football. Et dans cette Coupe du Monde, le Brésil a quand même déçu. On reste sur notre fin. Déjà, au niveau du jeu, c'était pas exceptionnel, loin de là. Et voilà, et au niveau du résultat, la gifle en demi-finale, elle fait très mal pour eux. Et on reste sur notre fin quand même sur l'équipe brésilienne, sur cette Coupe du Monde. Ouais, Momo, c'est tu voulais d'autant plus pour rebondir? ça que cette Coupe du Monde, ouais, c'est d'autant plus pour ça que cette Coupe du Monde va rester dans les mémoires, notamment parce que, comme l'a dit Salim, au niveau du jeu, c'était chaotique. Il y avait énormément de dramaturgie autour de cette sélection brésilienne avec les différents players, la blessure de Neymar en huitième de finale et la gifle que tout le monde va retenir. Tout le monde du football va retenir ce 7-1. Dès que tu vas parler du 7-1, tu vas tout de suite penser à Brésil-Allemagne Ah, dans c'est C'est l'imaginaire ça, de tous les fans de football. exactement. Et ouais. ce sera un souvenir marquant footballistique quoi qu'il arrive. C'est C'est clair. clair. Quoi C'est qu'il clair, arrive. ouais. Ouais. Pour un peu synthétiser tout ce que vous avez dit, c'est vrai que ça a été une Coupe du Monde quand même assez particulière dans le sens où déjà l'endroit, le Brésil, le pays du foot, déjà rien que ça, c'était comme une Coupe du Monde particulière. Après, derrière, au niveau des grosses nations, je suis assez mitigé en fait. Effectivement, tu as un bon dernier carré, c'est-à-dire que tu as des bonnes équipes. Tu as les Pays-Bas, on n'en a pas parlé des Pays-Bas, mais les Bien sûr, Pays-Bas qui font un Pays-Bas. bon parcours avec on va dire que c'est le dernier baroud La séance de d'honneur des tir au Van but. Persie, Robben, la séance des tirs au but face au Costa Rica, la rentrée de Tim Krul qui remplace Silesen. Voilà, les Pays-Bas qui font vraiment. D'ailleurs, c'est leur dernière grosse. Ils avaient fait une Coupe du Monde 2010 tellement énorme
que finalement ça atteigne un petit peu ce qu'ils ont fait en. Bah, je dis pas qu'ils ont fait Bah, une moins bonne Coupe du Monde. entre les C'est deux, pas ce que je dis, mais tu vois, ils sont montés à un niveau tellement. Enfin, notamment avec le but devant Percy qui met, qui restera, je pense, dans les annales du foot, c'est la tête clair. plongeante en lobe, tu vois. Également. Donc, ils sont montés à un niveau tellement élevé, en fait, avec des changements, etc. et tout, qu'en 2014, ils sont dans le dernier carré, mais c'est moins surprenant que s'ils avaient Après, rien fait avant. Tu vois. Après, entre les deux, Isma, il ne faut pas oublier qu'ils ont complètement foiré leur Euro 2012. Hein. Ils l'ont complètement foiré. Hein. Ils sont sortis au premier tour. C'est vrai, Du c'est coup, vrai, ça a c'est vrai. été Van Gaal a récupéré l'équipe et il a réussi à les hisser à la troisième place de ce mondial. Après, il y a des nations qu'on attendait qui n'ont pas été là. Bon, l'Espagne, c'est la fin de l'hégémonie espagnole aussi. Donc, c'est un événement. L'Angleterre qui n'est pas là. L'Angleterre sortie au premier tour avec l'Italie également sortie au premier tour. Ça a été quand même Également. une surprise. Et puis concernant l'équipe de France, je pense que c'est la compétition de la rédemption. Chose qu'il ne fallait pas en attendre plus. Quart de finale, déjà, c'était très bien vu d'où on vient. Il ne faut pas oublier qu'on on se qualifie en barrage. Mamadou Sakho qui qualifie, Ouais, qui voilà, qualifie la France, il ne faut pas l'oublier. exactement, exactement. Donc, je pense que l'équipe de France était à sa place et on n'en a pas parlé, mais pour nos amis algériens, voilà, ça a été aussi une Coupe du Monde assez importante pour eux parce qu'il y a eu ce huitième de finale face à l'Allemagne. Ils ont failli battre l'Allemagne. Voilà, exactement. Ça, c'était Je leur, l'attendais, celle-là. ça, c'était leur palmarès avant l'été dernier. Il faut pas oublier que pour nos amis algériens aussi, c'était la dernière grande compétition de Karim Benzema en équipe de France. Exactement, exactement. C'est ça. Coupe du Monde 2014 pour Karim Benzema. On va Avec passer. notamment un triplé face au Honduras. Ouais, enfin doublé. Ouais. Doublé. Un doublé, non ouais. Oui, Le troisième, c'est pas lui. oui, Ouais, c'est un CSC, je Il crois. n'a pas été attribué. Ouais, il n'a pas Ouais. été attribué. On va passer, les gars, à vos autres, au top de Salim et de Isma. On va aller du côté de l'Afrique. On va commencer par la CAN 2002. Soyons chronologiques. Salim, CAN Oui. 2002. Pour ceux qui nous suivent peut-être et ils ne s'en rappellent pas ou ne l'ont pas suivi, est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique de cette CAN 2002 et ce qui Bien t'a sûr, marqué bien dans évidemment. cette... La CAN 2002, la plus belle des CAN, parce que déjà, elle a eu lieu au Mali, bien sûr. Ah. Donc, Merci Salim. oui. Voilà, moi, en fait, à ce moment-là, c'est en 2002, je commençais. En fait, c'est la première compétition africaine que j'ai suivie. Donc voilà, en fait, je me suis vraiment rendu compte que voilà, en France, chacun avait son pays, il y avait les Sénégalais, les Maliens, les Algériens, les Marocains, et qu'ils étaient à fond derrière leur équipe. Et c'était une découverte pour moi. Donc, en plus, comme celle-là, elle avait eu lieu au Mali, donc forcément, on était à fond, on était au taquet dessus. Et franchement, c'était une belle compétition. Déjà, le premier match d'ouverture, c'était Mali contre Libéria. Un but partout, avec un but du côté du Libéria de Georges Weah, Ballon d'Or. Il avait 36 ans et à cette époque, il jouait encore avec le Libéria. Ouais. Et côté malien, c'était Seydou Keita qui avait égalisé à la 87e, donc avait délivré le peuple malien du coup. Et finalement, le Mali, ils vont échouer en demi-finale dans cette compétition face au grand Cameroun de Patrick Mboma et de Samuel Eto'o, qui faisait ses premiers pas avec la sélection camerounaise. Et en face, en finale, il y avait le Sénégal d'Elhadji Diouf, grosse équipe à ce moment-là, très grosse équipe du Sénégal, qui va 6 mois plus tard foudroyer l'équipe de France en Coupe du Monde, donc 2002. Du coup, donc non, franchement, cette CAN 2002, moi en tout cas personnellement, hein, c'est totalement personnel, Ouais. m'avait marqué parce que voilà, c'était la première fois que je voyais du football africain. Il y avait le Mali, c'était au Mali, etc. Donc ça m'a bien, c'était un bon souvenir, un beau souvenir. Ouais, Momo, Cannes 2002, ça doit te parler. Sénégalais qui ont fait un gros parcours, hein, ils sont arrivés en finale. Quel souvenir tu as de cette Cannes 2002, Momo? Moi, le souvenir que j'ai de la CAN 2002, c'est le dernier tir au but raté d'Abou Cissé qui fait perdre le Sénégal et en finale face au Cameroun. Moi, dès que tu me dis CAN 2002, c'est la première image que j'ai en tête. Bon, on ne va pas lui en tenir rigueur aux garçons au jour d'aujourd'hui. De l'eau est passé sous les ponts, de l'eau a coulé sous les ponts au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que comme l'a mentionné Salim, c'est vrai que c'est l'une des premières compétitions. Nous avons un peu suivi la CAN 2000, mais c'est vrai que la CAN 2002, elle avait un attrait particulier parce qu'on était jeunes à cette époque-là. Et
ce sentiment de patriotisme qu'on avait envers nos pays d'origine. C'est vrai qu'il y avait une ferveur dans chacun des quartiers autour de la compétition. On était encore un peu jeunes pour bien suivre tous les matchs de A à Z. On n'était pas des fins connaisseurs. Mais c'est par le biais de cette compétition-là qu'on a commencé à s'intéresser au football continental africain. Et pour le coup, j'ai été servi avec le Sénégal, qui a fait un excellent parcours au cours de cette CAN, qui aurait pu décrocher à ce moment-là le titre au Mali. Ça aurait été beau pour l'histoire. Malheureusement, la séance de tir au but est passée par là et les Lions camerounais se sont imposés et ont pris la CAN en 2002. Après, bon, ça a été le début d'une année assez folle, on va dire, pour le Sénégal, mais on va y revenir par la suite. Tu vas pas spoiler. On va pas spoiler. On va pas spoiler. On va pas spoiler. Isma, ton ressenti, est-ce que tu as des souvenirs de cette CAN 2002 toi, personnellement? Alors personnellement, j'ai aucun souvenir de la CAN 2002. Il devait sûrement avoir un problème de parabole ou un problème comme ça. Il n'y avait pas le Maroc à l'époque, non, j'avais pas. Non, parce juste que pour te couper. Moi, je me souviens juste que le Mali avait tapé l'Algérie 2-0. Après, j'ai pas entendu. Non, le Mali avait tapé l'Algérie 2-0 lors de cette CAN. Pour mon plus grand bonheur, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Voilà. Vu que tu les aimes bien. Non, mais parce que justement, la première compétition, moi, que c'est le choix du cœur que j'avais fait, c'est la CAN 2004. Et c'est la première compétition que j'avais suivie avec mon père, c'était la CAN 2004. Donc c'est pour ça que je l'avais mis en top 5, Nas. On va en parler, ouais. C'est pour ça que je n'avais pas suivi la CAN 2002. Ouais. Je peux on peut embrayer sur Isma, je pense, non? Ouais, juste oui, un mot sur. Fais ton, parce qu'on n'a pas eu ton avis. Non, mais ça va être très rapide sur cette CAN 2002. Pour moi, c'est la fin, on va dire, du règne camerounais après cette CAN 2002. Derrière, ils n'auront plus l'hégémonie qu'ils ont eue sur le continent africain jusqu'en 2017. Je crois la prochaine CAN qu'ils vont gagner, c'est en 2017, donc 15 ans après. Donc, c'est la fin un petit peu de cette génération, même si en 2003, ils font finale de Coupe des Confédérations. Mais derrière, voilà, le Cameroun va connaître des années d'errance. Et on va dire que c'était la dernière grande compétition de cette génération de Rigobert Song, de Patrick Mboma, voilà. Donc, et de Marc-Vivien Foé, paix à son âme. Et voilà, du coup, cette CAN 2002, voilà le peu de souvenirs que j'en ai. Mais du coup, oui, on va embrayer avec toi, Isma. CAN 2004, CAN qui s'est déroulée en Tunisie. Je te laisse en parler. Ouais, carrément. Comme je disais, c'est vraiment un choix du cœur pour moi puisque c'est la première compétition que je suis avec mon père à l'époque. Et voilà, c'est une compétition que j'avais suivie de A à Z avec lui, tout ça. C'est ça qui m'a fait suivre un peu, qui m'a fait aimer le football marocain. Et voilà, de très gros souvenirs parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense. Le Maroc est arrivé jusqu'en finale dans un nouveau stade olympique à Tunis, donc dans un gros stade aussi, et on a joué à l'extérieur. Et malgré tout ça, on a eu une grosse génération aussi de joueurs avec la génération des Chamakh, des frères Hadji, le tout nouveau, enfin le tout jeune à l'époque, Wadou, qui était en défense. Donc il y avait vraiment de gros joueurs du côté marocain et aussi une identité technique aussi que je connaissais pas du tout de l'équipe marocaine que j'ai vraiment kiffé sur la compétition. Et voilà, malheureusement, on perd en finale 1-0 au bout du bout des prolongations d'un but d'un certain Tunisien, Dos Santos. Meilleur buteur de la compétition, d'ailleurs, ça me semble. Exactement. Et les Tunisiens qui jouaient déjà à l'époque un peu à l'italienne, où ils étaient tous en défense. Et qui était le sélectionneur de la Tunisie, les gars? Roger Lemaire. Roger Lemaire. Hein. Ouais, Roger Lemaire. C'est vrai. Qui venait de sortir de l'Euro 2000 avec la France, non? Qui sortait de la Coupe du Monde 2002 ratée. Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002 aussi. Ouais.
Les gars, vos souvenirs de la CAN 2004, Momo, Salim Ah bah c'est la CAN 2004. La CAN 2004, c'était, comme j'aime mal qualifier, la CAN des escrocs, avec des nouveaux joueurs qui sont apparus chez certaines sélections. Du jour au lendemain. Cette canne-là, on l'avait suivi assidûment, parce que celle-là, à l'époque, c'était au collège. On était avec les gars au quartier, les Tunisiens, on les taillait. Ouais. Ça montait, tout le monde se prenait pour des Brésiliens. Et quand tu vois des Brésiliens qui, au final, ont joué dans cette équipe tunisienne, ça a interloqué tout le monde. Et au final, le parcours tunisien était tel que, bon, ils se reposaient sur une très, très grosse assise défensive. Mais ça a fait le taf. Ils ont éliminé, je crois, c'était en quart de finale, le match Sénégal-Tunisie. Ils nous éliminent 1-0. Ouais, c'est ça. Après, bon, ils font leur parcours et ils gagnent leur CAN à domicile, dans une CAN dans une finale qui a fait du bruit, parce que la finale Tunisie-Maroc, celle-là, elle a fait du bruit dans tout le quartier à l'époque. Je m'en souviens encore. Chacun, voilà, chaque patriote était avec son maillot à représenter. Bon, c'était une plutôt belle canne à suivre. Bon, même si moi, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je comprends le ressenti émotionnel de Isma avec le parcours du Maroc qui fait elle est restée gravée dans sa mémoire. Ouais. Mais c'était une belle canne d'escroc quand même, malgré tout. il y avait deux Brésiliens, les gars, il y avait deux Brésiliens dans l'équipe de Tunisie. Tu avais Dos Santos qui jouait à Sochaux notamment et à Toulouse. Ouais. Et tu avais Clayton qui était défenseur, je crois, à la CAN. Clayton. Salim. Ouais, justement, la CAN 2004, donc juste après la CAN 2002. Donc, c'est la continuité, le début. Moi, je me rappelle d'une belle génération de l'équipe du Mali parce que tu avais Sédou Keita, tu avais Mamadou Diarra, tu avais Fred Kanouté, qui avait fait le choix de l'équipe malienne aussi. Plus tard, tu auras Momo Sissoko, etc. Mais c'était le début d'une belle équipe malienne qui est arrivée, d'ailleurs, encore une fois, jusqu'en demi-finale. Par contre, là, les Marocains ils ne se sont pas fait prier parce que le 4-0 du Maroc, là, celui-là, il a fait mal. Je voulais même pas en parler. J'ai même pas voulu en parler. J'ai rien dit. J'ai même rien dit. Je me suis dit, allez, Salim, il a été sympa avec Mali-Algérie tout à l'heure. Je me suis dit, il va rien dire. Non, faut assumer. Le 4-0, je crois, doublé de Chamak ou quelque chose comme ça. Là, ouais, je me rappelle encore. C'est ça. Celui-là, il était dur à avaler. Et je me rappelle bien de la Tunisie, l'équipe de la Tunisie avec Santos qui marquait à tous les matchs, etc. Ouais. Et puis de leur sac et tout. Ouais, c'était une bonne compétition aussi dans la continuité de celle de 2002. Ouais, c'est clair. Santos, il n'avait pas marqué face au Sénégal. Il n'avait pas marqué face au Sénégal. Me rappelle pas. Non, parce que je sais que c'est pas lui qui avait marqué face au Sénégal. Ça m'a pas marqué. Non, c'est Nari. Il marque ça m'avait pas marqué. Mais bon, c'est un détail. Alors les gars, un petit quiz sur la CAN 2004 parce qu'au niveau du classement des buteurs, tu en as un petit peu parlé, Salim, en introduction avant que Isma développe. Cette CAN, il y a eu le meilleur buteur à 4 buts. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 joueurs qui ont marqué 4 buts dans cette CAN. Donc, est-ce que vous êtes capable de m'en donner au moins 2? Déjà, Santos, déjà. Ouais, Santos. Ouais. Il doit avoir Chamak aussi, ouais. Non, pas Chamak, non. Il y a un Marocain, mais c'est pas Chamak. Ah bah c'est Hadji alors. Hadji. Non. Oh. Alors là, on compte sur toi. C'est toi, là. J'avoue. Marocain, là, on compte sur toi. Mon gars, Marocain. À 4 buts, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent. Alors, et tout Il n'y avait pas des Maliens. Si, il y a un Malien, il y a Kanouté. Kanouté, oui, évidemment. Tu as un Camerounais, mais ce n'est pas Samuel Eto'o. Mboma, exactement. Tu as un Nigérian. Okocha, qui est meilleur joueur de la compétition. Il a 4 buts, Okocha. Okocha a 4 buts. Ah oui. C'est bon. Il y avait pas Boussoufa, non? C'était pas Boussoufa? Non. Là, il reste que le Marocain, là. Isma. T'as pas l'air sûr, ça, Isma. Ah non. Je le donne. Il est connu ou pas? Il est connu. Non, il n'est pas connu. Youssef Mokhtari. En tout cas, moi, je le connais pas.
Ah oui, il avait marqué contre l'équipe de France au Stade de France. Ouais, En voilà. match amical. Donc voilà pour les meilleurs buteurs de cette CAN 2004. Pour terminer notre top 5, on va passer au mien, du coup qui n'est pas aussi international que le vôtre. On va passer à la Ligue 1, mon championnat préféré. J'avais envie de vous parler de la Ligue 1 2016-2017 parce que pour moi cette Ligue 1 là, elle était de très haut niveau avec pas mal de choses Sacre de intéressantes. Monaco. Ouais, c'est ça, le sac de Monaco. Ouais. Elle était Monaco, elle était très intéressante pour moi cette saison parce que il y a le sac de Monaco, tu as les joueurs dans cette équipe qui ont été vraiment très performants. Bon, Mbappé bien évidemment, Mendy, Bakayoko, Fabinho, Silva. Enfin bref, tu as vraiment une grosse équipe de Monaco et pour la plupart continuent à jouer dans les grands clubs. Donc ça, c'est important de le signaler. Tu as le Nice de Lucien Favre. Lucien Favre qui arrive à Nice en 2016, qui amène avec lui Belhanda et Balotelli. Il y a une bonne équipe avec Dante aussi qui arrive à Nice. Paul Beich, le capitaine. Cyprien qui fait la meilleure saison de sa carrière, je pense, et qui, s'il ne s'était pas blessé, tapait à la porte de l'équipe de France. Vraiment, je le pense. Parce qu'il était vraiment très bon. Et puis, tu as l'OM de McCourt. Les débuts de l'OM de McCourt, là, je me tourne pas Salim. Avec un recrutement. Ils sont remontés à la 5e place. Ils sont remontés à la 5e place. Exactement. Avec un Bafé Gomis, capitaine, meilleur buteur du club. Tu as Dimitri Payet qui arrive. Tu as Thauvin qui marque une douzaine de buts. Sanson. Evra. Enfin bref, il y avait un recrutement assez intéressant. Ouais, Thauvin, il fait une grosse saison. Ouais. Il fait une grosse saison. Et puis, l'Olympique Lyonnais, même si, en termes, enfin, dans le championnat, ils sont que 4e et ils font beaucoup de défaites, notamment à l'extérieur. Ils ont un bon parcours européen. Ils terminent, je crois, ils sortent en demi-finale de l'Europa League. Ils perdent contre l'Ajax. Mais ils sortent la Roma et le Beşiktaş avant. Et puis, tu as Monaco qui fait cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas parlé du Paris Saint-Germain parce que le PSG était vraiment en transition. Mais je me souviens quand même du 5-1 en Vélodrome. Transition. J'y étais. Le 5-1 en Vélodrome, j'y étais. C'est parti chercher la bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai que c'était non, mais c'est le seul classico pour l'instant que j'ai vu de. Ah, tu parles du match, tu parles du 5-1 juste avant la remontada, là. Ouais, j'allais pas en parler. C'est pas la Ligue 1, ça. C'est pas la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions. Je parle de la Ligue 1, Salim. Là. On mélange pas tout. Je sais pas, t'as parlé du parcours de Monaco. T'as parlé des Coupes d'Europe. T'as parlé, faut parler du parcours du PSG aussi. Faut aller jusqu'au bout. En même temps, si je parle de la remontada, ça va un peu démonter mes arguments en disant que les clubs de Ligue 1 faisaient une figure en Coupe d'Europe. Donc je préférais pas. Mais en tout cas, ça a été une saison assez intéressante, je trouvais, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Monaco, Nice, Lyon qui fait un beau parcours en Europe, Marseille qui se restructure. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Pour moi, c'est l'une des meilleures Ligue 1 de ces 10 dernières années. Je crois que c'est l'une des. Enfin, c'est pas Lille, ils finissent presque relégables cette année-là. Si. C'est C'est l'année où Gérard Lopez arrive là. Il arrive en cours. Avec Bielsa, Marcelo Bielsa. Et Bielsa, c'est l'année d'après. Merci Nassourdine de m'avoir rappelé. Ah ouais, c'est l'année d'après. Donc voilà. C'est l'une des seules saisons que Lille a loupé ces dernières années. Peut-être une saison où on a fini 10e aussi avec René Girard. Mais ouais. Tout ne tourne pas autour de Lille, monsieur Elazar. Quand tu parles de la Ligue 1, il parle de la Ligue 1, on va parler. Les gars, vous avez des souvenirs ou pas de cette saison-là? Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou Je crois que tu as fait le résumé de la saison. Ouais, je pense que tu as fait un bon résumé. Après, le problème des championnats, c'est que sur une compétition, c'est que à part certains matchs qu'on peut sortir du lot, cibler toute une saison, après, c'est vraiment la globalité. C'est vrai que la saison, comme tu l'as mentionné, avec la transition avec Monaco qui a repris le flambeau au Paris Saint-Germain, c'est vrai que la saison en soi, elle était exceptionnelle avec le niveau de jeu, comme tu l'as dit, des Monégas, des Niçois aussi qui produisaient un excellent jeu à travers Lucien Favre. C'est vrai que la saison, c'est vrai qu'elle était belle. Elle était belle à suivre. Il y avait de l'intérêt jusqu'aux dernières journées. Et ça changeait des années précédentes avec le Paris Saint-Germain qui, l'année précédente, avait
a battu le record avec le rendement du nombre de points. Parce que cette année-là, je crois que Monaco, il finissait avec combien? Presque 90, plus de 90 points, je crois qu'il finissait cette année-là, c'est Monaco. ça, 93 et Paris 87 points. Donc, ça montre un petit peu l'exploit qu'avait réalisé Monaco cette saison-là avec Léonardo Jardim. Donc, rien que pour ça, c'est vrai que cette saison-là, comme tu l'as dit, à juste titre, sur ces 10 dernières saisons, je pense que c'est l'une des… Parce que moi, honnêtement, dans mon classement, j'ai mis aucune saison de… Aucun championnat. Aucun championnat. Mais sur ces 10 dernières années, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs championnats auxquels on était amené à suivre, en tout cas. Ouais. Bon, on va passer à votre 4e position, les gars. 4e position des compétitions qui vous ont le plus marqué. Salim, tiens, on va commencer par toi. Donne-nous ton 4e. Bah, c'est marrant parce que ça va être dans la lignée de ce que tu étais en train de dire. C'est toujours la saison 2016-2017, mais c'est la Ligue des Champions cette fois-ci. Ok. Donc, top 4 serait Ligue des Champions 2016-2017. Okay. Donc, l'épopée de l'AS Monaco qui arrive en demi-finale. Juste Salim, attends, juste on va prendre le 4 de Momo et de Isma. Ah oui, c'est vrai. Et après, derrière, on enchaîne. J'avais oublié. Momo. Vas-y, ouais. On ne s'est pas concerté pourtant avec Salim, mais en 4e position, j'ai également la saison 2016-2017 de la Ligue des Champions. Ah bah tiens, ça tombe bien. Voilà. Hop. Isma. Je mettrais, pour la petite histoire, la Ligue des Champions gagnée par le Barça en 2009. Okay. Avec, on va dire, c'est pas vraiment la découverte parce que ceux qui suivent le foot, on connaissait un peu déjà Léo Messi, mais à cette époque-là, être capable de marquer un but de la tête en finale, voilà quoi. Ok. Ligue 2009 pour Isma. Et moi, du coup, j'ai décidé de vous parler en 4 de l'Euro 2008. Je vais développer un peu. L'Euro 2008? Ouais, l'Euro 2008. Ok. L'Euro 2008. Les gars, on va commencer par Salim et Momo. Je ne sais pas qui veut prendre la parole par rapport à la Ligue des Champions 2016. Vas-y, Salim. Ouais, du coup, comme j'avais commencé à dire, donc l'épopée de l'AS Monaco. Parce que franchement, c'était une équipe déjà une équipe française qui arrive en demi-finale, c'est pas commun. Et en plus, elle faisait du beau jeu, c'était plaisant à les voir jouer tous ensemble, les Mbappé, Bernardo, Mendy, Falcao devant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça siffle. Bakayoko, Fabinho, etc. Et franchement, c'était beau déjà à Monaco et c'était bien de voir une équipe française rivaliser. Et du coup, en dehors de Monaco, bien sûr, on avait la remontada du PSG, c'est quand même un moment mémorable. Je trouve pas, mais incroyable. Bon, Déjà, le match aller, Paris qui met 4-0 à Barcelone, ça avait choqué tout le monde. Même moi, j'étais choqué. Voilà, franchement, ça avait choqué tout le monde. Il faut redire l'entièreté. On a souvent tendance à oublier le 4-0. Il faut le souligner. Le 4-0, c'était quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais choqué devant ma télé. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Paris met 4-0 au Barça, machin. Après, bien sûr, les grands titres. Paris, est-ce que Paris est favori? Est-ce que Paris va le faire? Et après, toute la campagne de presse, une semaine avant le match retour, où on commence à parler de remontada, que les joueurs barcelonais se disent prêts. Neymar, exactement, c'est ça. Neymar qui dit moi, je vais claquer un doublé, je vais leur mettre un doublé, machin. Nanana, Rabiot et Kurzawa qui avaient chambré, etc. Et finalement, la remontada a lieu et Neymar met un doublé. Et en plus, le scénario du match, il est incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Et du coup, ça restera, comme Momo avait dit pour le 7-1 Allemagne-Brésil, mais ça aussi, ça restera à jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions. En dehors de ça, tu avais le Real de Madrid donc, qui fait le doublé. Et donc, qui est la première équipe dans la nouvelle formule Ligue des Champions à faire le doublé, ce qui est très difficile à faire avant de faire le triplé l'année suivante. Mais cette année, c'était vraiment le meilleur des Real de Madrid. Sur les 3 années, pour moi, c'était le meilleur parce que déjà, ils font le doublé championnat Ligue des Champions. Ils ont un effectif colossal. Ils ont James sur le banc, Morata, etc. Nanana. Ils tapent qui? Ils tapent Napoli, le Bayern, l'Atlético en demi-finale. Avec un parcours, au sommet de son art. Et en finale, il tape la Juve. Il tape le Bayern. 4-1, je crois, quelque chose comme ça. 4-1 en finale. Le Bayern de cette année-là, ils étaient énormes. Non, c'était chaud. Et franchement, cette compétition, elle avait un niveau, un très, très gros niveau. Franchement, qui est très, très gros niveau. Donc,
elle m'a bien marqué et c'est pour ça que je l'ai mis quatrième de mon classement. Je vais un petit peu paraphraser le discours de Salim. Hein. Il a fait un récapitulatif assez complet de cette saison, de cette édition pardon, de Ligue des Champions. Il y a pas mal de faits marquants qui ont marqué cette édition, notamment le très, très, très beau parcours monégasque avec ce huitième de finale face à Manchester City complètement fou sur le match aller-retour. Déjà, le match aller, ils le perdent 5-3, mais ils mènent durant la rencontre avant de craquer sur la fin. Ils font le taf au retour pour éliminer le Manchester City de Pep Guardiola quand même, faut pas l'oublier, même si c'était pas la même armada que l'on connaît aujourd'hui. C'était quand même Pep Guardiola qui était à la tête de ce Manchester City-là. Donc, c'était pas un événement à négliger. Après, tu avais le quart de finale à Dortmund avec l'explosion qu'il y a eu le jour du match, le jour du match, qui a suscité un report de la rencontre. Ça avait pas mal de dramaturgie au cours de cette édition. Après, bon, Salim l'a évoqué, la remontada, avec la victoire d'abord du PSG 4-0 au parc. Et bon, le match, je ne veux pas revenir dessus. De quoi je peux parler d'autre? Ouais, tu avais le Bayern Munich également. Parce que moi, je suis supporter d'Arsenal également. Ah, ils ont mis une fessée, hein. Et ils nous collent un 10-2 sur les deux matchs, 5-1 sur les deux matchs, un truc que tu n'as jamais vu. Il s'en est passé des choses au cours de cette Ligue des Champions. Après, comme l'a évoqué également Salim, le Real Madrid qui avait une force de frappe impressionnante cette année-là. Et le titre madrilène cette année ne souffrait d'aucune contestation possible. Exactement. C'était vraiment les meilleurs au cours de cette édition. Mais c'est vraiment sur les 10 dernières saisons de Ligue des Champions, c'est celle qui m'a vraiment le plus marqué, même sur la qualité du jeu. Je trouve que ça proposait du jeu au cours de cette édition. Les équipes ne se cachaient pas, elles ne fermaient pas le jeu. Très peu le faisaient. Donc, ce qui donnait des matchs agréables à suivre. Ouais. Et ça, pour le coup, cette édition-là, elle était vraiment pas mal. Ouais, t'as tout résumé, hein, t'as tout résumé, Momo. Et c'est vrai que c'était peut-être la meilleure saison sous l'ère Zidane, parce qu'il gagne la Liga cette année-là, il me semble. Donc, c'est vrai En 2017 ouais, 2017, il gagne la Liga. Ouais. Donc, c'est vraiment une année au top pour le Real. Et effectivement, je vous rejoins assez sur la qualité globale de cette compétition. On va rester en Europe, les gars. On va enchaîner avec la Ligue des Champions 2009. C'est celle dont voulait parler Ismaël El Azali, et notamment faire un focus sur le Barça et sur Messi. Je te laisse la parole, Isma. Ouais, complètement. Ben, en fait, c'est une Ligue des Champions où c'était le début de la Pulga, le début un peu de Messi au plus haut niveau. Ben, on découvre un Barça qui va s'avérer être par la suite la référence du football mondial à partir de 2009. D'ailleurs, ils vont décrocher un autre titre de Ligue des Champions en 2011 aussi. Ouais. C'est là qu'on a commencé à voir, on va dire, le football vu de manière espagnole, quoi, avec le Barça. Ça se prolonge ensuite avec l'Espagne aussi, qui a le même modèle de jeu en fait que le Barça dans les années plus tard. Et puis surtout la découverte de ce talent historique dans le football qui est Lionel Messi. Et ce superbe but qu'il met auquel tout le monde ne s'attendait pas du tout. Une superbe tête contre. Je pense que ça doit être Mohamed Touré, ça c'est dans son quartier. Les gens ils n'arrivent pas à se confiner. C'est confiné ici, c'est confiné. Je disais, ouais, du coup, le Messi, un petit physique, plutôt trapu, etc., très technique, et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il mette une tête décisive en finale de Ligue des Champions contre un immense Rio Ferdinand. Une opposition de style que j'ai trouvé grave intéressante. C'est l'un des plus gros matchs de foot entre le Barça et Manchester United. Ouais. Les gars, réaction sur le top 4 de Isma? Moi, c'est sur l'édition en elle-même, moi, que j'aimerais revenir, parce que c'était vraiment une édition qui était pas mal. C'était celle-là en 2009.
Ouais, bah, souvenir la demi-finale, les demi-finales pour le coup, et Arsenal, et Manchester United et Chelsea face au Barça, avec le but d'Andrés Iniesta dans les Fucking arrêts de jeu disgrace. de Didier Drogba, le célébrissime, où Chelsea se fait littéralement mais voler, mais comme c'est pas permis, comme on a rarement vu dans l'histoire du football. Parce que, certes, le Barça s'impose en finale face à Manchester, mais jamais, à aucun moment, ils ne doivent rallier la finale. Enfin, sur le match retour, en tout cas. Et après, tu avais l'autre demi-finale, Manchester-Arsenal, avec Cristiano Ronaldo qui avait humilié Kieran Gibbs, qui avait achevé la carrière de Kieran Gibbs un soir de mai 2019, mai 2009, pardon. Ouais. Tu avais l'accélération aussi, où il court, il cavale avec Rooney, une accélération sur 70 mètres, il va planter Almunia. Enfin, cette édition-là, c'est vrai elle était pas mal du tout. Et la finale, en apothéose, avec le Barça, avec les préceptes de jeu de Pep Guardiola qui ravit l'Europe et qui gravit les sommets de l'Olympe, avec Léo Messi qui parvient à mettre un coup de tête sorti de nulle part entre Ferdinand et Vidic. Grand big up à mon ami Yacine pour ce fabuleux souvenir. On le salue Yacine. Salim, sur cette LDC 2009, oui, 2009, ouais. Bah ouais, hein, Isma et Momo ont quasiment tout dit. C'est vrai Ouais. que cette année, voilà, c'est le début du Barça, de l'ère Pep, Guardiola. Voilà, même si pour moi, c'est vraiment en 2011 qu'il arrive à l'apothéose au niveau du jeu, vraiment son jeu collectif qu'il a mis en place. Là, c'est Ouais. les débuts. Mais là, voilà, il s'appuyait en même temps sur sur de la qualité de jeu et des grosses individualités. Puis il y avait Yaya Touré encore à cette époque-là à Barcelone, au milieu de terrain. Voilà, il y avait Busquets qui commençait un petit peu. Il y avait bien Sur sûr le tout côté. Messi. C'est ça, voilà, qui a fait sauter d'ailleurs il y a Touré par la suite. Mais il y avait voilà, il y avait Eto'o qui était encore là avant de Exact. partir à l'Inter. En finale, il marque le but d'ailleurs, Samuel Eto'o, c'est lui qui ouvre le score on parle beaucoup du but de Messi de la tête, mais on oublie le premier but d'Eto'o qui ouvre le score face à Manchester United très rapidement dans la finale et qui donne la confiance ensuite et la maîtrise du match à Barcelone. Et bien sûr, cette demi-finale contre Chelsea. Bon, moi qui étais un pro Barcelone, j'en avais que faire des vols d'arbitrage que Chelsea. Ah, forcément, quand c'est dans ton C'était sens. gros. Et j'avais explosé devant ma télé sur le but d'Iniesta parce que c'était avec repris ensuite les commentaires espagnols quand tu dis voilà te quiero Iniesta pour le football pour l'arte c'était légendaire, ce but-là était légendaire. Il enlève son maillot à Stamford Bridge à la 95e alors que Barcelone n'y croyait quasiment plus. Et franchement, ouais, ce match, il va rester dans les mémoires, mais c'est vrai que cette Ligue des Champions, elle était quand même d'un bon niveau, entre les Anglais qui étaient encore là, les Espagnols qui arrivaient petit à petit. C'était un peu un passage de témoin entre le football anglais, qui arrivait à son terme quand Cristiano va partir au Real, et le football espagnol qui commence à prendre le pouvoir à partir de 2009. Exactement. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Bah, je vous rejoins assez, les gars, sur tout ce que vous avez dit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Du coup, on va passer à mon top 4 à moi. Euro 2008. L'Euro 2008 qui s'est déroulé en Pologne et en Suisse. Non, pas en Pologne et en Suisse. Qu'est-ce que je raconte? En Suisse. Et c'était quoi l'autre pays organisateur? Bref. En Autriche. En Autriche. C'est pas Voilà. Pologne-Ukraine. Pologne-Ukraine. Non, Ah c'est non, ouais, non, ouais. Suisse-Autriche. Suisse-Autriche. Merci, Momo. Ouais, c'était pas Pologne-Ukraine, c'était Non, Pologne-Ukraine. non, c'est 2012, ça. Non, Pologne-Ukraine, c'était celui d'après. Ouais, C'est celui 2012. d'après, Pologne-Ukraine, en fait. C'est 2012. Ouais, c'est ça. C'est 2012. Pologne et Ukraine, c'est en 2012. Ouais. Ouais. Je vous entends mal, les gars. Là. Ah, la Problème connexion de dans le nord, connexion. Nous, on ne voit plus. On ne te voit plus, Isma. Alors. La connexion, là. La connexion du connexion Nord, dans là, le il faut. Ouais, là, je crois que Isma a des petits problèmes de connexion. On va attendre qu'il se reconnecte. Hein. Ouais. Ça arrive. Ah là 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 là. Tac. Il avait pourtant si bien démarré. Ouais, grave. Là, je me suis dit, là, il a géré. Là, c'est je t'entends. Ah, il est là. Ouais. Il est de retour. Ouais, c'est bon, Isma, tu nous vois? Ouais, c'est bon. C'est bon.
Je reprends mon propos concernant l'Euro 2008 qui s'est passé en Suisse et en Autriche. Cet Euro 2008, j'avais envie de vous en parler. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, c'est le début de l'ère espagnole, de la domination espagnole sur le football mondial. C'est la compétition qui gagne sous Luis Aragonès. Alors, tu as des joueurs qui se révèlent, qui étaient déjà présents à la Coupe du Monde 2006, mais qui étaient peut-être un peu trop jeunes dans cette Coupe du Monde 2006. Je pense à Torres, je pense à Fabregas, à David Villa, Iniesta également, qui fait un très gros Euro, Xavi bien évidemment, Puyol, Marquena qui était à côté de Puyol à l'époque, Senna, je crois il s'appelait le joueur de l'ancien joueur du Villarreal, Marco Senna, Marco Senna, Casillas en tant que capitaine. Bref, cette équipe, elle était… Exactement. Cette équipe, elle était complète du gardien à l'attaquant. Donc déjà, j'avais envie d'en parler pour ça. Ensuite, des joueurs qui se sont révélés. Arshavin, qui écrase les Pays-Bas à lui tout seul. Je pense que… Juste avant, Arshavin, il gagne l'Europa League avec l'Europa League avec le CSK. Et il élimine l'OM parce qu'il élimine Marseille. En quart de finale. Au Vélodrome au match aller, il nous fait mal. Exactement. En plus, je me souviens bien de ce match parce que l'OM avait vraiment dominé ce match-là. Et ce but. De la tête et des épaules. Ouais, voilà. Et vraiment, ce but, je me souviens des commentateurs qui disaient que ce but, c'était pas bon pour le retour, alors que Marseille menait 3-1, tu vois. Mais ça avéré vrai parce qu'au retour, ils gagnent 2-0, hein, les Russes. Hein. Ils ont perdu 2-0. 2-0. Ouais. Donc voilà, Arshavin qui fait un très gros Euro 2008 comme la Russie qui arrive en demi-finale, qui battent les Pays-Bas alors que les Pays-Bas avaient fait 3-3 en phase de poule. Il ne faut pas oublier la poule des Pays-Bas, les gars. Tu avais la France, et l'Italie et la Roumanie. France et Italie qui étaient les deux derniers finalistes de la Coupe du Monde 2006. Donc cette équipe des Pays-Bas, elle était quand même pas mal sur le papier. Thuram, il a pris cher face à Robben. Ah ouais, non mais oui, le 4-1, c'est une masterclass des Pays-Bas. Hein. La frappe de Schneider, le but de Robben, Van Persie qui troue la main de Grégory Coupé. Enfin bref, et ce match-là, il est incroyable. Le début du déclin de l'équipe de France. Parce qu'après cette compétition-là, derrière, on creuse et ça nous amène à la Coupe du Monde 2010. Et on sait tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2010. La Turquie qui fait des matchs de fou. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les gars, mais la Turquie, à chaque fois, ils marquaient dans les dernières minutes. Ils gagnaient dans les dernières minutes à chaque fois. Contre la République tchèque en poule, ils gagnent comme ça. Contre la Croatie, ils prennent un but à la 118e, ils marquent à la 119e, c'est n'importe quoi. Et même contre l'Allemagne, ils ont failli le faire. Hein. Ils ont failli le refaire encore. Mais c'est Philippe Lam qui marque dans les arrêts de jeu. Enfin bref, cette équipe de Turquie qui était surprenante. Et puis l'Allemagne sous Joachim Löw, c'est sa première compétition en tant que sélectionneur. Et il fait finale avec des joueurs qui vont l'accompagner jusqu'au sacre en 2014, notamment Podolski, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger. Voilà, et Philippe Lam, bien évidemment. Même si je m'en rappelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, c'est que Philippe Lam, il sort à la mi-temps de la finale de l'Euro parce que sur le but de Torres, sur l'ouverture du score, il se fait manger. Je ne sais pas si vous avez le but en tête, mais il se fait manger par Fernando Torres et derrière, Joachim Löw le sort à la mi-temps. Oui, il se fait manger. De crochet, tout ça. Ouais, voilà. Et Joachim Löw, derrière, il le sort à la mi-temps. Voilà. Donc, cet Euro m'avait marqué. Puis voilà, c'était une période, j'étais au collège aussi. Et c'était l'une des premières compétitions que j'ai suivies assidûment. Voilà. Voilà. Quelque chose à rajouter, les gars? Ouais, c'est vrai que c'était le premier sacre. Ce sacre, en tout cas, va marquer le début d'une hégémonie espagnole. Durant 4 ans, ils vont régner sans partage sur la planète football. Après, ouais, nous, en tant que Français, on se souvient du parcours chaotique de la France. Pourri, bon. Je ne voulais pas employer ce terme, mais bon, tu l'as employé pour moi. L'équipe de France qui a fait un parcours catastrophique au cours de cet Euro, qui marque la fin. On se souvient de la déclaration de l'ami Raymond à Estelle. Ah oui, j'en ai pas parlé. Comment ne pas en parler? Big up à eux. Il y avait une pression énorme sur l'équipe de France à cette époque-là, à l'Euro 2008 aussi.
Après avoir fait la finale de 2006, on attendait tous Bah, que t'as une- l'Euro Ouais, sonne c'est pour vrai. nous, C'était etc. Après, quand on a c'était pour découvert, savoir si, quand on a si découvert le groupe avec le coach l'Italie, en on s'est un peu 2006, calmé. Et puis après, c'était pour savoir si vraiment Domenech qui tenait vraiment son groupe en 2006 ou pas. Et on a eu la réponse Oh, en on a vu la 2008. réponse. On a vu la réponse. On a eu la réponse assez en rapidement. 2008. Assez très rapidement. Je me rappelle d'un 0-0 contre la Roumanie, mais il était La claqué. Roumanie, ouais. Le match Éclaté. Et ce match, il éclaté. était éclaté. Franchement, il était éclaté ce match. Ouais. C'est l'un Et des pires. Avec un joueur roumain, il s'appelait Ra, je crois. Rat ou Ra. Rat, ouais, rat. Rat, ouais. Rat von Rat. Ouais, exactement, exactement. Et puis c'était aussi la première Ouais. compétition internationale, les gars de Samir Nasri et de Karim Benzema. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait de la pression Et aussi. de, C'est parce qu'il y avait des jeunes joueurs comme ça. Bappé Timbi Gomis. C'est Et de vrai, Bappé Timbi c'est Gomis. vrai qu'il a Qui a chippé la été, place qui à a été Cissé. sélectionné au Oui, nez et La à la barre de panthère. Djibril Cissé parce qu'il a La mis un panthère. doublé contre une équipe, je sais pas si l'Équateur. c'était l'Équateur ou un match amical. L'Équateur. Ouais, il a mis un Ouais, j'ai doublé pas dit ça. et Domenech, il a pas dormi de la nuit avant d'évincer Cissé et de garder Gomis. Il n'a fait absolument rien pendant la compétition. Et c'est pas Incroyable. là, c'est là où Cissé s'était fait la double fracture, non? Non, non, C'est non, pas là. ça c'était en Non, 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 2010. non, non. Non. C'était avant. 2006. Il était Avant là, la il Coupe était du Monde. là. 2006, ça, c'était avant. Ouais. Euh, Ah, c'était quand même un euro assez spécial pour les Bleus. En tout cas, voilà, c'était mon top 4. On va passer au top 3, les gars. On va enchaîner. Votre top 3. Ismaël, on commence par toi. C'est quoi ton top 3? Alors, je vais pas vous mentir, je voulais mettre la Ligue des Champions 2016-2017, là, avec la remontada et l'épopée de Monaco, entre guillemets, la grosse performance. Mais je vais faire un autre choix, parce que, pour répéter, parce que j'étais assez d'accord des arguments de Momo et de Salim, donc Ouais. on va éviter de se répéter. Je vais aller jusqu'en 2004, et je vais prendre l'Euro 2004. Ok. Non, je déconne. Non, je déconne, c'est une blague. Arrête. L'Euro Non, 2004, l'Euro là, 2004, j'allais il est plus éclaté. j'allais faire une synthèse, j'allais dire la Le Grèce, Olympe. qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qu'il a retenu? Je Grave. le vois noter, je le vois noter, Moi, Nasser je en t'ai cru, 2004. hein. Moi, je t'ai cru, hein. Perso, je t'ai cru, hein. Mais On va me sortir le nom de Caristea sorti de nulle part. Je dis, mais ouais. Non, la Ligue des Champions 2004 de Monaco. ok. Et qui arrive. LDC 2004 2003. 2003 Non, c'est 2004 2003, 2000, c'est 2000. 2003-2004. 2003-2004, oui, mais c'est la Ligue des Champions, la phase finale. C'est Ouais, c'est joué en 2004. Ouais. 2004. Salim, ton avec Julie Morientes. Ouais. On en parlera après. Yes. Salim, ton Ouais, numéro du coup, 3. top 3, Coupe du Monde 1998. Coupe du Monde 98 pour C'est Salim. célèbre. Ouais. Et Salim, il s'en rappelle comme si c'était Et hier, très marquant. évidemment. Exactement. Momo, ton top 3. Moi, c'est l'Euro 2000. Ah, L'Euro 2000. bah, moi, il est dans mon classement aussi. Il est dans mon classement aussi. Euro 2000 pour Momo. Hop. Et le mien, c'est Ligue des Champions 2019 pour moi. Entre autres. 2019, Ouais, 2019. Ligue des Champions 2019. avec le Alors, sacre de Liverpool. Exactement. Ouais, bah, Mais c'est plus sur les la, tenants, ouais. c'est plus sur la compétition en globalité, quoi, sur les phases finales qui ont été incroyables. Ah, Voilà. d'accord. Ça a été pas mal. On va commencer. On va commencer. Tiens, on va parler de du 98. Tiens, Salim, fais-nous rêver un petit peu là. Parle-nous Ouais. de la première étoile de l'équipe de France. Ah, c'est Ah, pas Salim. mal. Ah, elle est partie. Voilà, je lui donne la parole, il se barre. Bon, j'espère qu'on va retrouver notre ami Salim là. Ah, ouais, il arrive. Quelques soucis de connexion à Marseille. Ouais, décidément, en province, connexion, c'est pas ça. Hein. Salim, c'est comment? Ah, en mode Corona. En mode corps. Ah, Salim, qu'on n'arrive pas à retrouver. Ah, peut-être Ah, là, c'est il est bon. de retour, peut-être. C'est bon? Ouais, Ah, c'est c'est bon. bon. C'est bon. C'est bon. Je dis Ouais, en fait, j'ai non, touché mes écouteurs là et ça me l'a coupé. Ah, ok. Du coup, ouais, je te lançais sur la Coupe du Monde 98, si tu pouvais nous en parler un petit peu.
Et pourquoi tu l'as mis dans top Ouais, 3? ouais, ouais. En fait, la Coupe du Monde 98, ce qui est marrant, c'est que au moment où la Coupe du Monde, j'avais 7 ans, donc la Coupe du Monde se jouait, j'ai absolument rien suivi, enfin, je me souviens de quasiment rien, à part la finale. Bien sûr, la Ouais, finale de groupe, j'avais suivi Argenteuil, j'étais à Argenteuil à ce moment-là chez ma tante. Et voilà, et tout l'engouement qu'il y a eu derrière, la victoire de la France, etc. Mais en fait, à l'époque, on était à l'époque des VHS, hein, ouais. des magnétoscopes, etc. Et en fait, j'avais une cassette de tous les buts de la Coupe du Monde, du début jusqu'à la fin. Et de la fin de la Coupe du Monde jusqu'à 3, 4 ans après, je me la remettais tout le temps, en fait. Tout le temps, je me la remettais, je me la remettais, je me la remettais. Donc, en fait, j'ai pu redécouvrir la Coupe du Monde après la Coupe du Monde, en fait. Et après, avec le recul, enfin, on a les images, etc. Et la Coupe du Monde 98, bah, en fait, on s'aperçoit que, bon, déjà, il y a des potés des Bleus, la première coupe du Monde de l'équipe de France, à domicile, voilà, Zidane qui marque en finale, etc. Thuram, la demi, tout ça, nanana. Enfin, les Contre la phases de groupe, Croatie, contre la etc. Croatie, c'était oufissime. Ça, je m'en rappelle. Ah, contre la Croatie, La c'était dingue. Croatie. La Croatie, C'est l'un c'était des dingue. rares souvenirs Donc, que j'ai, c'était contre la Croatie. Incroyable. Retournement de situation, il après, était incroyable. ah ouais, ben, en plus, Thuram qui est fautif sur le premier but, du coup, parce qu'il ne couvre pas leur jeu sur Chouker. C'est Derrière, ça. il fait remonter Le un crachot. contre un, parce que jamais il se projette vers l'avant, en fait. C'est même pas sur un coup de pied arrêté, il décide de monter, une, deux, il se retrouve dans la surface, il marque. Et là, c'est ouf. Et le deuxième, c'est encore plus ouf. Voilà, il sur le pied gauche de l'extérieur de la surface, c'était irrationnel, totalement irrationnel. Et en dehors de ça, cette Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde aussi de Ronaldo, R9. Moi, en fait, c'est la vraie star que j'ai découvert à cette Coupe du Monde, c'est R9. Au moment où je le voyais, enfin, il avait un flow, il avait une dégaine, il avait une manière de jouer, son numéro 9, Brésil, etc. Ah, il me faisait rêver. Franchement, il me vendait du rêve. Il y avait le Pays-Bas de Dennis Bergkamp. Ouais. Bergkamp qui met un but incroyable. Je sais plus si c'était contre l'Argentine. L'Argentine. Voilà, L'Argentine en l'Argentine. demi-finale. Contrôle orienté, il se retourne, En quart de finale, pardon. Car, frappe, frappe pleine lucarne à Marseille au stade Vélodrome en plus. ouais. Le match Hollande-Brésil, demi-finale aussi. R9 qui se sort un match de dingue, de dingue, de dingue. D'ailleurs, il marque. Il y a Kluivert qui égalise. Voilà, ça va au séance de tir au but, 2 arrêts de Tafarel. Il se retrouve en finale, etc. Il y avait aussi le Argentine-Angleterre. Il y avait Michael Owen qui débutait, qui était chaud, Batistuta, etc. Il y avait Batistuta. le Nigeria de Didier Okocha aussi. Alors, franchement, il y avait des beaux matchs et il y avait un gros niveau. Il y avait vraiment un gros niveau dans cette Coupe du Monde. L'Italie avec Roberto Baggio qui était voilà, sur la fin, etc. Franchement, c'était une belle Coupe du Monde 98 et évidemment la victoire de la France l'embellit encore plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis numéro 3 de ce classement. Ouais. Yes, Coupe du Monde 98 pour Salim. Momo, Isma, rapidement, des anecdotes, des commentaires, vos souvenirs sur la Coupe du Monde 98. Bah, c'est la ferveur, l'engouement populaire. Après, moi, la Coupe du Monde de 98, bon, j'avais 6 ans, moi, à l'époque. Un peu plus jeune que Salim. Donc, moi, je me souviens d'avoir vu le match d'ouverture, le match France-Afrique du Sud au Vélodrome, justement, avec voilà, la célébration. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était Dugarry. vraiment la célébration du Gary. Dugarry. Tirer la langue face aux supporters. Celle-là, ça m'avait vraiment marqué. Euh, Et j'avoue et que puis par la suite, après, il fait des sifflets. Ça Ah ouais, parlait ouais, beaucoup sur Dugarry. Ça parlait beaucoup Il sur faisait des Dugarry. exactement. sifflets. C'est a Et posteriori que j'ai Jacquet compris. aussi. Jacquet se faisait terminer avant Ah, Dugarry. Jacquet se faisait terminer, mais terminer comme jamais. C'est vrai. Après, celle-là, Ouais, cette compétition, je ne l'avais pas suivie de A à Z. Mais je n'avais pas suivi l'entièreté la globalité des matchs. Les 64 matchs, je ne les ai pas tous regardés. Mais c'est vrai qu'à partir des phase finale, le France-Italie, notamment avec la séance de tir au but, ça, j'ai regardé avec Pagliuca, notamment. Il y a pas mal de souvenirs comme ça qui ressurgissent pendant que je suis en train de vous parler. Il y a le quart de finale Pays-Bas-Argentine, celui-là, je me souviens de l'avoir suivi avec mon père. Il y a pas mal de souvenirs comme ça qui ressurgissent. C'est l'apothéose, le sacre de l'équipe de France qui remporte sa première Coupe du Monde en 98 en France. C'était parfait, c'était magique quoi, à ce moment-là. Mais j'étais trop jeune à ce moment-là, donc j'avais pas pu parader sur les Champs-Élysées à ce moment-là. C'est le Ouais. seul regret que j'ai.
Isma? Exactement. Ouais, moi, rapidement, bah, en fait, j'ai pas de souvenirs assez nets en fait, pour mettre la Coupe du Monde 98 quand même. Enfin, la finale, je l'ai pas trop vue parce qu'il y avait tellement de monde chez moi que j'étais en mode ramène des verres, ramène la boisson. Ah. J'étais en mode serveur toute T'étais le la soirée. serveur, quoi. Ah, j'étais le plus petit de la soirée, donc voilà, donc je l'explique pas. Smart. Par contre, mais Ramène-nous des glaçons. je me rappelle des. Ouais, Ramène-nous des glaçons. ah, c'est ça. Je me rappelle juste des matchs de phase finale, en fait, moi, surtout la Croatie contre le Paraguay aussi, où c'était des victoires qui étaient très, très, très difficiles. Parce que là, pour Contre le coup, Paraguay il y aussi, avait ouais. personne, j'étais quasiment tout seul avec mon père à Ah, regarder. c'était un dimanche Et après-midi, je me souviens. les matchs de groupe, j'en ai vu aucun, puisque c'était le Maroc que mon père. Aucun, j'étais trop petit. Donc, bah, je préférais sortir dehors, il faisait grave beau à ce moment. Ah, bon, bah moi personnellement, concernant la Coupe du Monde 98, quand ça s'est passé, ouais, j'avais 4 ans. Bon, j'ai zéro souvenir, mais alors zéro. Je crois que j'ai même pas regardé la finale. Je crois que j'ai dû aller me coucher avant. Mais c'est vrai que comme Salim, je me suis remis tous les buts de la Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde-là. D'ailleurs, c'est encore dispo sur YouTube. Effectivement, tu as des beaux matchs, tu as des beaux buts, tu as des belles équipes. Après, l'équipe de France qui gagne le titre, bien évidemment, c'est exceptionnel. 3-0 contre le Brésil. Après, quand on regarde le parcours avant, c'était très, 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 très dur. Hein. Paraguay, prolongation. Prolongation, Voilà, Ah ouais, exactement. Paraguay, c'était dur. Hein. Paraguay, c'était très dur. difficile. C'est Là, très, hein. très dur. Tu as l'Italie, tu as Henry Avec un gros et Deschamps sur ce match, d'ailleurs. ouais. Contre l'Italie, tu as Henry et Trezeguet qui portent leur balls, entre guillemets, qui vont tirer le Ah, sur le penalty. Voilà. Je crois qu'on a reperdu Salim là. Ah non, c'est bon. Ah, il est là. Ah, c'est Ah, bon. on est là. On est là. Contre la Croatie, Thuram qui met un doublé. Truc improbable, quoi. Complètement Donc, inattendu. effectivement, voilà. Mais pour le symbole, la victoire des Bleus, c'est vrai que c'est une Coupe du Monde qui restera gravée dans les mémoires de tous les Français. Isma, Ligue des Champions 2004, notamment Ouais. le parcours de Monaco. Ligue des Champions 2004, ben en fait, c'est mon premier souvenir de Ligue des Champions, avoir suivi une Ligue des Champions. Ça a commencé avec Monaco en 2004, où ensuite, là, on a découvert Didier Deschamps coach, après l'avoir découvert en tant que joueur, et découvert des grands joueurs aussi comme Morentes, Juli, aller jusqu'en finale, et on y croyait beaucoup hein, que Monaco allait gagner enfin une Ligue des Champions, enfin un club français gagnait la Ligue des Champions, et malheureusement ils se sont arrêtés contre le FC Porto. Mais il y avait beaucoup de ferveur à l'époque, on en parlait déjà beaucoup, et beaucoup de souvenirs autour de la radio, de la télé. Monaco va gagner la Ligue des Champions enfin, après le sacre de l'OM, etc., etc. Donc beaucoup, beaucoup de souvenirs, surtout hors match de foot, en fait, beaucoup dans les émissions, tout ça. C'est comme Ouais. ça que j'ai commencé à découvrir les médias, en fait, dans le foot. Parce que moi, auparavant, je suivais pas du tout la Ligue des Champions, hein, 2000, 2001, tout ça. On entendait un peu Lyon qui commençait, mais je ne suivais pas complètement la Ligue des Champions encore. Ouais. Salim, Momo, Ligue des Champions 2004. Ligue des Champions 2004, Ligue des Champions 2004, ouais, j'avoue, le parcours de Monaco, incroyable. Ouais. Ils éliminent le Real Madrid, les Galactiques. Ça, c'est un exploit de dingue. En plus, ils avaient perdu 3-1, match aller, ils renversent 4-2 avec le but de Julie. Voilà, c'est la première fois que je voyais Louis II avec une ambiance comme ça. Je crois que c'est le seul moment où j'ai vu Louis II, voilà, quoi, avec vraiment une ambiance, etc. Et du coup, non, franchement, ils ont fait un bon parcours en phase de poule. Ils avaient tapé, je crois, 8-3 la Corogne, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais. Deportivo La Corogne. Voilà, Deportivo La Corogne. Donc, franchement, ils avaient fait une grosse campagne. Le match contre Chelsea aussi, avec le carton rouge, je crois, de Marcel Desailly. Voilà, non, c'était franchement du gros Monaco. Voilà, après, bon, la compétition, c'est vrai qu'il y avait bizarrement, les grosses équipes ont un peu déçu sur le tournoi, parce que je crois que il y a Porto qui arrive en demi, je sais pas si c'est contre la Corogne, je crois. Ouais, je sais plus. Je vais regarder ça, mais. C'est le parcours de la LDC 2003.
Ouais, je crois qu'ils éliminent la Corogne en demi-finale, le FC Porto. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, du coup, c'était une Ligue des Champions assez étonnante, mais Ouais. passionnante quand même à suivre. Mais moi, j'avais l'œil braqué sur la Coupe de l'UEFA. À l'époque, ça fait Coupe de l'UEFA. Ouais. Marseille qui arrive en finale, qui fait son parcours incroyable avec Didier Drogba, voilà, légendaire, qui élimine l'Inter de Milan, qui élimine Liverpool, qui élimine Newcastle en demi-finale pour malheureusement échouer contre Valence en finale avec ce carton rouge de Barthez qui tue tous les espoirs. J'en avais même pleuré comme un bébé ce jour-là, je Ah, me rappelle, après la défaite Comment il s'appelle le gardien la remplaçant? défaite en Gavanon? finale. C'est Gavanon. Gavanon, là? Gavanon, Oh t'avais des, là des mi-temps, Incroyable. Gavanon. T'avais des Dimitrius Pereira, t'avais des, Incroyable. des types, Kamel Meriem en numéro 10, mais voilà, quand t'avais Drogba devant, avec tu pouvais faire des sa miracles, petite vraiment bouclette des comme ça. miracles. Ah ouais, Mais les gars, c'était fou, c'était fou. pour revenir sur la Ligue des Champions de 2004, effectivement, je te rejoins Salim parce que là, j'ai le tableau des quarts et des demi. Et effectivement, vous avez raison, Porto a éliminé la Corogne en demi-finale, mais en quart de finale, tu as l'Olympique Lyonnais qui sort contre Porto, tu as le Milan AC qui sort contre la Corogne, tu as le Real Madrid qui sort contre Avec Monaco. une remontada, il me semble, une remontada de la Corée contre Milan. Exactement, exactement. C'est ça. Ils avaient perdu 4-1 à l'aller, ils gagnent 4-0 au retour. Et Chelsea qui élimine Arsenal. Voilà, ça, c'est un match anglo-anglais. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des. Voilà, tu as Lyon, Milan, Madrid et Arsenal qui sortent en quart. Hein. C'est quand même une LDC assez particulière. Ouais. Je vous rejoins assez. Momo, moi aussi, je l'ai dans mon classement, donc ça va nous permettre de gagner du temps. L'Euro 2000, je te laisse en parler. Et puis, si j'ai des trucs à rajouter, bah, je compléterai. Ah ben, l'Euro 2000, que dire? Entre les multiples scénarios, but en or, prolongation, les rebondissements, le palpitant qui est à 2000, parce qu'au sortir, faut se remémorer aussi le contexte. Hein, la France qui sort d'un sacre au Mondial 2018. Est-ce que la France va parvenir à faire le back-to-back? C'est ce que tous les observateurs se posent comme question. Et t'as la génération donc qui commence à éclore avec les joueurs comme Trezeguet et Henry qui commencent à prendre l'essor en équipe de France, toujours accompagnés par la génération de Zidane, Djorkaeff, Deschamps, Blanc, Desailly. Enfin, il y a une grosse armada au sein de cette équipe de France. Il y a un parcours laborieux pour l'équipe de France. Ils montent en régime au fur et à mesure dans des matchs âpres et disputés. Et après, moi, les souvenirs que j'ai vraiment impérissables en tête, c'est la demi-finale face au Portugal, la main d'Abel Javier. T'as le penalty transformé par Zidane. Et après, t'as le scénario avec la finale où la France est menée durant toute la seconde mi-temps pratiquement après l'ouverture du score de Del Vecchio. Pendant longtemps, j'ai rarement pleuré devant un match de foot. Mais là, ce jour-là, je dois vous avouer quelque chose. Ce jour-là, j'étais en larmes à propos à l'idée de penser que l'Italie allait battre la France. J'étais en larmes. Et là, quand je vois l'égalisation militaire dans la 93e, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai cavalé dans toute ma maison comme si la France avait gagné. Et là, après, quand tu dis que tu égalises à la 93e, il ne peut plus rien t'arriver. Trezeguet, il se passe ce qui doit se passer. Trezeguet qui offre la victoire à l'équipe de France. Mais c'était vraiment une très, très, très grosse compétition que cette Euro 2000. Il y avait de très, 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 très gros joueurs au cours de la compétition. Les Totti, les Baggio. Inzaghi. Il y avait Inzaghi, les Davor Schuker. Il y avait énormément de joueurs dans cette compétition. C'était vraiment une compétition de très, 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 très haut niveau. Et le sacre de la France, franchement, celui-là, je pense que sur la manière, sur le parcours, je pense que ce sacre-là, il était beaucoup plus difficile à gagner que la Coupe du Monde 90. Je suis d'accord, Momo. Moi, je l'avais mis dans mon top 2 pour être honnête avec vous. Je rejoins tout ce que tu as dit. Effectivement, les Bleus ont gagné avec la manière, contrairement à 98 où bon, ça a été laborieux de temps en temps, mais il faut vraiment se remémorer les 3 matchs à élimination directe des Bleus. C'était incroyable. Contre l'Espagne, tu as une dramaturgie de fou. C'est ça, tu as le coup franc de Zidane, tu as le but de Djorkaeff, tu as le penalty de Raoul, ensuite Raoul qui en rate un
Voilà. Ouais, C'est Mendieta ou Raoul le pénal? Ouais, qui le rate, ouais, exactement. Ouais, Raoul rate le Mendieta qui penalty marque, et c'est- Mendieta ouais, qui marque. Ouais, voilà. c'est ça. Tu as C'est ça. ensuite, même au sein même de la compétition hors équipe de France, tu as des matchs de dingue. Moi, je me rappelle le match d'ouverture entre le Portugal et l'Allemagne, le but de Figo. Je crois que tu ne peux pas la mettre plus en lucarne que ça. Ils perdent 2-0 au bout de 20 minutes et les Portugais gagnent 3-2. C'est un match de dingue. D'ailleurs, c'est l'un des premiers matchs internationaux de Nuno Gomes, l'attaquant portugais. Ah, Nuno Gomes. Nuno Gomes. Ah, putain, à l'époque. Nuno Ah ouais, Gomes. derrière, tu as le Portugal qui fait vraiment un bon tournoi. Hein. Ils battent 3-0 l'Allemagne en Ah, poule, triplé de Sergio Conceição. Je crois que c'est le plus beau match de sa carrière. Le mec, il te claque un triplé contre les champions d'Europe en titre. Hein. L'Allemagne, qui était champion d'Europe en titre à l'époque, qui sort dès le premier tour, tout comme l'Angleterre. Et tu as vraiment une équipe. Alors, les Pays-Bas, franchement, je ne sais pas, Momo, si tu te souviens de la Les Pays-Bas. demi-finale contre l'Italie, mais ils ne doivent jamais le perdre. Ils doivent jamais le perdre. Je crois qu'ils ont 3000 occasions. j'avoue que la demi-finale, ils perdent au tir au but. Ils Ouais, perdent si au je tir raconte au pas de but. bêtises, j'avais pas suivi tout le match. Mais ils J'avais ont pas suivi tout 3000 le match à occasions. cette époque. Je crois qu'il rate 2 pénaltys dans le match. Il rate 2 pénaux dans le match. Et séance de tir au but, il perd encore à la séance de tir au but. C'est vraiment… Mais alors que cette génération est méritée d'aller en C'était finale. qui dans les buts dans les buts de l'Italie? C'était Toldo. Ouais, c'était Toldo. Ouais, c'est Toldo. C'était Toldo. C'était Toldo. Ouais. C'était Toldo. Et Sur, le troisième, c'est sur, Van der sur Sar. PES5, c'était un mur. Avec Lincoln. Les anciens en connaissent. C'est très chaud. Mais ouais, en tout cas, bon, je sais que l'Euro 2000, moi aussi, c'est une compète qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, voilà. Et on a perdu Salim. Ouais. Ah, Salim est parti. Est-ce qu'il va À revenir? Marseille, la connexion, elle est tranquille et détendue. La connexion tranquille et détendue. Ah, il arrive, les gars, il arrive. Il arrive, Salim, qui décidément fait pas mal d'allers-retours. Salim, c'est bon? C'est good, c'est good. Ouais. On va enchaîner avec le top 2, les gars. On commence par Momo, ton top 2. Copa del Mundo 2002. Ah, tu m'étonnes. Ah, Tu m'étonnes. la revanche des Brésiliens. La revanche des Brésiliens. Isma, ton top 2. Alors, moi, j'ai longuement hésité. Mais finalement, je dirais quand même l'Euro 2000 en deuxième. Ok. Tac. Et, Euro 2000. Ah, je dis la première place aussi ou... Non. Parce que tu m'as dit Non, mon non, top non. deux. Non. Le deuxième. Pas que le deuxième. Donc Euro 2000. Donc ouais, tu avais des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit concernant l'Euro 2000? Non, je pense que non, Ok. complètement, non. Ok. On va éviter de se répéter. J'ai les mêmes arguments que mes compères. Exactement. On a le même top 2. Moi aussi, j'avais mis l'Euro 2000. Et Salim? Top 2, du coup, la Ligue des Champions de l'année dernière, donc 2018-2019. Ah. Et du coup, non, il n'en a pas parlé tout à Ah l'heure. ouais, j'en ai même pas parlé. Ah oui, c'est vrai. J'en ai même pas parlé. C'est vrai. C'est bien comme ça. On va gagner du temps. Ah oui, on va en profiter. On va en profiter. Vas-y, Salim, je te laisse en parler. Puis si j'ai des trucs à rajouter, je compléterai. Ok. Tout simplement, pour moi, c'est la meilleure Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, depuis que je suis le foot assidûment, c'est la meilleure Ligue des Champions. Au niveau du spectacle, c'est un festival de buts incroyable. Un nombre de double confrontations qui ont marqué le tournoi ahurissant. Je vais les citer. Il y a Ajax, Real Madrid, déjà la double confrontation. L'avènement de l'Ajax, de cette génération, des De Ligt, De Jong, Ziyech, Tadic, incroyable au match retour où il obtient la note de 10 dans l'équipe d'ailleurs. On dit Hakim Ziyech, s'il vous plaît. incroyable. On dit Hakim Ziyech. Voilà. On dit son prénom. Oui, Hakim Ziyech, excuse-moi. Il est relou. Voilà, du coup, voilà, donc le Tadic incroyable voilà, contre le Real. Il y a la double confrontation Atlético Madrid, Juventus de Turin.
avec la remontada de la Juve et avec le triplé de CR7, voilà, en mode cyborg contre l'Atlético comme d'habitude. Il y a le fameux, bien sûr, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bon, une ça, c'était nouvelle quand… remontada. Et Ah, celle-là, encore plus incroyable parce que inattendu, totalement inattendu, donc de Manchester au parc. Voilà, on a quoi? On a le Tottenham City. Tottenham City, ah, match ouais, complètement fou. Surtout le match retour. Tottenham qui prend ouais. l'avantage à l'aller. City qui pense obtenir la qualification, mais après annulation de la VAR, c'est Tottenham qui se qualifie dans un match complètement fou. Ensuite, on a l'Ajax-Juve, qui était pas mal du tout aussi. Donc la Juve qui pensait avoir pris une option intéressante à l'aller. Finalement, l'Ajax fait un gros coup au retour en allant s'imposer à Turin. On a le Tottenham Ajax, Lucas Moura, voilà, Lucas Moura qui sort du chapeau pour envoyer Tottenham en finale de manière incroyable. Et l'apothéose, Barcelone-Liverpool. Voilà la remontada de Liverpool sans Salah, sans Firmino. Voilà, Anfield vraiment qui pousse Liverpool à faire un exploit de dingue. Seul petit bémol, la finale Ouais, elle anglo-anglaise, était c'était un nulle. peu relou. Ouais. Voilà. Voilà, c'est pas trop ça, mais franchement, toute la compétition était, en tout cas, enfin, moi, quand je parle de Ligue des Champions, je parle à partir des huitièmes, hein, parce que les phases de poule, bon, voilà, Ouais, non, c'est clair, c'est on va clair. pas s'éterniser là-dessus. Mm. Et vraiment, entre les huitièmes et les demi-finales, c'est vraiment d'un niveau exceptionnel. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de gros matchs à rebondissement comme ça dans une même compétition de club. Bah, rien à ajouter, perso, rien à ajouter. T'as tout dit. L'Ajax, incroyable. T'as Liverpool qui fait un très beau parcours, qui sortent le Barça, sachant en plus que effectivement ils avaient perdu 3-0 à l'aller et j'ai trouvé le Ah, score 3-0. un petit peu sévère par rapport Sévère, Il était très ouais, sévère. sévère, par rapport très à ce que sévère. Très, très Liverpool sévère a. par rapport à ce qu'ils avaient proposé. Exactement, je trouvais ça hyper sévère. Et faut pas oublier que sur ce match retour, comme tu l'as très bien dit, Salim, il manquait des joueurs au niveau offensif. Et c'est là qu'on a vu un Divock Origi claquer un doublé en demi-finale retour Un doublé. des champions. T'as Liverpool qui Alexander Arnold. La voilà, passe d'Alexander Arnold exactement. sur Et corner. Liverpool qui joue sa saison sur ce match-là, parce que même si le championnat n'était pas terminé, ils auraient pu finir bredouille cette année-là. Et effectivement, en allant chercher ce résultat. Et ça a aussi montré les faillites mentales du Barça à ce stade de la compétition. On l'avait vu contre la Roma l'année dernière. On s'est dit peut-être que c'était un accident. Là, clairement, on a vu que face à une équipe encore plus forte que la Roma, ils ont pris l'eau à l'extérieur comme l'année précédente. Et puis oui, Salim, comme tu l'as dit, petit bémol sur la finale. Je pense que les deux équipes étaient éreintées physiquement. Ils avaient pas mal Ouais, donné. c'est ça. Il y T'avais… avait la pression de l'enjeu, il y avait la Et pression de aussi l'enjeu. Voilà. le Il les a penalty bouffés, quoi. rapide aussi a Ouais, conditionné un petit peu le scénario du match. exactement. La main de Sissoko et le penalty transformé par Mo Salah. Mais oui, après, sur les autres matchs à élimination directe, ça a été incroyable. Bon, pour ceux qui nous suivent, ils le savent. Ah oui. Le PSG Manchester, je l'ai vu avec un certain Lillois. Et ça a été vraiment un très, très mauvais souvenir pour moi. Je me rappellerai toujours de cette jambe qui Ah, tremblote. moi, je me Pendant rappelle, j'avais le vu bloc. dans un haut tacos, c'était dingue. L'ambiance était incroyable. Ah, elle était folle. Il y avait plus de supporters de Manchester que de Paris. Pourtant, j'étais à Montreuil, hein, mais c'était ouf. Paris, club détesté comme d'habitude. C'est une constante en plus. Ouais, Momo, tu nous entends? Ouais, je vais mettre le haut-parleur parce que j'ai l'impression que mes AirPods ils sont Déchargé? La batterie. toute batterie. Ouais, batterie faible. Donc je vais poursuivre en haut-parleur. Ça marche. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend. Hein. On t'entend. Oh, t'entends super. Rapidement, les Impeccable. gars, Isma, Momo, un truc à rajouter sur cette Ligue des Champions? Vous avez fait le tour. Hein. Moi, je ne l'ai pas rajouté. Je ne l'ai pas mis tout dans dit. mon classement pour la simple et unique raison que c'était trop frais à mes yeux pour pouvoir l'intégrer dans un classement. Sinon, Ouais. Exactement. j'aurais eu 2-3 ans, j'aurais pu l'intégrer. Mais pour moi, c'est trop frais pour l'intégrer dans un quelconque classement. Parce que bon, ça a moins d'un an, parce que l'édition actuelle de la Ligue des Champions n'est pas terminée. Donc, Et on ne sait pas quand c'est la est-ce qu'elle seule va et se unique raison terminer. pour laquelle je ne l'ai pas intégré dans mon classement. C'est ça. Et ouais.
Ouais. Bah écoutez, on va enchaîner avec la Coupe du Monde 2002, Momo. Avant de passer à nos top 1, Coupe du Monde 2002, Momo. Je savais que tu allais le mettre. C'est pas une grande surprise, mais je te laisse en parler. Quand même. 31 mai 2002. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, ce jour-là, le 31 mai 2002? T'es à l'école. C'est le Brésil, les gars. C'est pas 31 pour le mai 2002. Brésil. J'étais à l'école. En école primaire, à la bibliothèque et on regardait le match. On regardait le match à la bibliothèque. de Exactement. l'école On a primaire. fait exactement la même Incroyable. chose, Salut. On était à la BCD. Moi, c'était 2 ça jours s'appelle après comme mon ça. anniversaire. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, si t'as raté ça, t'as tout raté. 31 mai 2002 à la BCD, en train de regarder le sacre du Sénégal, enfin la victoire du Sénégal face à la France. Incroyable. Il a dit du sac. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Il a dit Non, du non, la sac, victoire. carrément. Non, On dirait qu'ils ont gagné un titre. Ils ont gagné un titre. c'était tout quoi. Quel pays africain a battu un pays organisateur, enfin un pays, le pays tenant du titre? J'en connais pas. Oui, c'est Le vrai. Sénégal, j'en connais pas. C'est vrai. C'est vrai. J'en connais pas. C'est vrai. Donc déjà, il y a ce match-là, le parcours héroïque et magnifique du Sénégal. Déjà en poule, ils réalisent des matchs, même s'ils ne les gagnent pas, ils battent la France, ils font des matchs nuls face à Le l'Uruguay. 3-3 contre, c'est 3-3 contre l'Uruguay, c'est ça. 3-3 c'est face à l'Uruguay, c'est ça. Après, Et il est fou ce match. C'est un match complètement ouf, d'ailleurs. Plein de retournements. Ouais, c'était un match complètement ouvert, avec les Sénégalais qui se projetaient et qui malheureusement laissaient pas mal d'espace dans leur dos, ils se faisaient prendre en compte. Après, tu as ce 8e de finale, et un dimanche matin, très tôt, heure parisienne. Très tôt, dimanche, je me rappelle. Henri Camara qui qualifie le Sénégal pour les quarts de finale, pour sa première compétition. Enfin, bref, contre la Suède. Ce match-là, c'est la première fois où ma mère a suivi un match de foot. Elle a suivi un match, elle était comme une ouf pour le Sénégal. C'était un truc de ouf. Voilà, elle a tout compris. J'ai oublié pour ça ce match-là. Moi, j'ai eu du mal à suivre la compète. C'était les matchs, ils étaient tôt. C'était en Corée, au Japon. Là. Il fallait se lever tôt. Il fallait se lever tôt pour suivre les matchs. J'ai eu du mal à suivre cette compétition, perso. Il fallait se lever tôt pour suivre les matchs. Mais mis à part le Sénégal, tu vois, il y avait tellement de matchs au cours de cette compétition. Tu avais la Corée du Sud qui a fait aussi une très, très, très belle épopée. Attends. Même s'il y avait des matchs scandaleux. Il y avait des matchs scandaleux. Par arbitrage. Mais quand même. Non, mais quand même. Il y avait des matchs scandaleux. Mais quand même. Non, il y avait des matchs scandaleux, mais ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ah, mais regarde comment ils sont allés en demi, Momo. C'est un scandale. C'est scandaleux, je suis d'accord, mais ils sont allés jusqu'en demi. C'était qui le coach? C'était qui le coach de la Corée du Sud? Ah là, aucune idée. Gus Hiddink. Ah, c'était Gus Hiddink. Ah, c'est Gus Hiddink. En 2002, c'était Gus Hiddink. Ouais, c'était un autre. Ils sont quand même allés jusqu'en demi-finale. Après, qu'est-ce que tu as d'autre? Pour parler du Brésil un peu, parce que c'est quand même les vainqueurs au final. Ah oui. Tu as le coup de Ronaldo, les Ronaldinho, tout ça. La coupe éclatée de Ronaldo, là. Et la coupe de Ronaldo, et la finale Oliver Kahn face à Ronaldo. Incroyable. L'avènement de R9 qui est au sommet de son art à ce moment-là. Enfin, dans un mondial, on ne l'a jamais vu autant au top qu'en 2002. Même s'il était en léger surpoids, mais ouais, il s'en bat les couilles. C'est pas grave. C'était du R9, quoi. Il a fait une compétition. Il jouait plus au Real. Si, il venait d'arriver. Il s'est fait transférer. Non, il s'est fait transférer pendant cet été-là. Il s'est fait transférer pendant cet été-là. C'est ça, ouais. C'est sa dernière année. Les tractations, c'était pas fait avant le mondial ou après? Ouais, si. Juste avant la compète, il s'est mis d'accord pour aller au Real déjà. Ok. Ouais. T'as l'avènement de Ronaldo qui bat l'Allemagne à lui tout seul avec sa coupe. Incroyable. Non, cette compétition-là en 2002. T'avais les 3 R. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. C'est incroyable. Ouais. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Ouais. Non, mais. Il ne faut pas oublier l'équipe de France qui a été sortie qui part quelques saisons après à Paris. En plus, l'équipe de France, archi favorite, parce qu'entre 2000 et 2002, je ne sais pas si vous vous en souvenez, déjà tous les meilleurs buteurs de chaque championnat. Et entre 2000 et 2002, tous les matchs amicaux, c'était 5-0, 5-0, 5-0. Ah, c'est écarissant. C'était sec. De nulle part, claqué. Ils étaient sur un nuage, l'équipe de France, juste avant la compétition. C'est pour ça que la victoire du Sénégal en 2002, il ne faut pas la minimiser. Ça les a fait redescendre. Je me rappelle. Il faut respecter cette victoire. Marcel Desailly qui disait ouais, nos amis sénégalais, machin, avant le match et tout.
Voilà, quoi. On vous aime bien, mais voilà, quoi. Ah ouais, ça les a fait Dénigrement. redescendre de très haut. Ils sont tombés de très haut. Non, c'est Très sûr haut. que ça a été une sensation, cette victoire du Sénégal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Sénégal sortait d'une finale de CAN. Et derrière, après la victoire face à l'équipe de France, il y a plein d'équipes qui se seraient relâchées ou qui auraient pété un boulon ou qui auraient perdu leurs 2 matchs d'après, tu vois. Parce que gagner le match d'ouverture ne te donne pas un ticket pour les huitièmes de finale. Donc, Non. ils ont su faire le taf. Et derrière, ce match contre la Suède, c'était la première Coupe du Monde de Ouais. Zlatan Ibrahimovic d'ailleurs. Et Henri Camara qui claque un doublé. Ouais. Franchement, en plus, cette équipe de Suède, tu avais des joueurs. Hein, tu avais Larsson, tu Ljungberg. avais Arson, Ljungberg. ouais. Non, mais tu Ljungberg. avais des joueurs. Hein, tu avais des bons joueurs. Hein, donc, Des c'était un sacré exploit. Après, petit regret quand même contre la Turquie. Franchement, Faut pas trop parler de ce match. Ouais. En prolongation, c'est douloureux encore. C'est dommage. Même En fait, 18 ans après, c'est douloureux encore. Ouais. le Sénégal-Turquie, je le vois comme le Ghana-Uruguay en 2010. Quand Ouais, même c'est pas. vrai. Ghana-Uruguay, non. Ghana-Uruguay, c'est Bon, pire. Ghana-Uruguay, c'est encore plus Ghana-Uruguay, douloureux, tu vois, c'est parce que C'est plus c'est frustrant encore parce pire. que C'est Gian, encore il pire. rate C'est le plus péno. frustrant, ouais. Ouais, c'est encore Ouais, plus là, sale c'est pour le péno, là, Ghana. c'est péno. ouais, c'est clair. Et en plus, c'était historique parce aucune équipe africaine, à l'heure même d'aujourd'hui, n'a atteint les demi-finales On a joué les demi. Donc, effectivement, c'est. Ça ne saurait tarder. Ouais, bah, on l'espère tous. Bah ouais, Coupe du Monde 2002, je suis assez d'accord pour. C'était une Coupe du Monde historique à tous les niveaux, la 5e étoile du Brésil, le Sénégal, le parcours, l'élimination de l'équipe de France qui a lancé la malédiction après derrière de tout. Ah non, c'était à partir de Le tenant du titre. Ouais, parce que le Brésil fait quart de finale en 2006, donc non, ça n'a pas commencé là, mais en tout cas, les Bleus Ça a un qui. petit peu commencé là. Enfin, les prémices ont commencé là avec la France. Ouais, voilà, Après, exactement. ça c'est trop loin. Voilà. Exactement. C'est quand la dernière Coupe du Monde du Brésil déjà? J'ai un trou là. 2002. 2002. C'était 2020, hein? 2002. 2002. 2002. Ça 2002. passe vite, hein? Ouais. Ça passe vite. On va passer à vos top 1, les gars. Top 1 pour conclure cette émission. Isma, ton top 1. Ah, moi, vous me connaissez, hein. Moi, la manière du football, la manière de jouer au football, ça prime sur le résultat, hein. Donc, moi, je dirais la Coupe du Monde 2006. Ouais, bah, c'est. La Coupe du Monde Je crois 2006. qu'on est tous d'accord. Ouais. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, bah voilà. On est Ouais, tous c'est d'accord. le spectacle. Le spectacle avant le top un, résultat. tout le Donc, monde. la Coupe Ah bah oui. 2006 résume ça de Incontestablement. manière Incontestablement. incontestable. Bah, on l'a tous mis. Après avoir. Voilà. On l'a tous mis. On l'a tous mis en numéro 1. Je pense que cette Coupe du Monde-là, les gars, nous a Ça vraiment a marqué. marqué de. Elle nous a vraiment C'est la Coupe du Monde, Ouais, c'est c'est la celle de Coupe du notre Monde de notre génération, génération. en fait. C'est celle de notre C'est ça. Ouais, c'est génération. toute notre Ouais, C'est génération, ça, exactement. exactement. Et puis dans cette Coupe du Monde, les gars, franchement, moi, ce qui est frappant dans cette Coupe du Monde, pour moi, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Je vais développer. En fait, pour moi, cette Coupe du Monde 2006, déjà, c'est l'avènement et c'est l'apogée de certaines grandes stars du football. Zidane, R9, Ouais. Figo, Beckham, Ballack, Ronaldinho, Riquelme. Tous ces joueurs-là, en fait, c'était leur dernière compétition internationale. Ronaldinho, il a fait la Copa América 2007, mais bon, leur dernière grande compétition. Il y a des matchs d'anthologie. Mais pas que dans le jeu. Moi, je me souviens d'un match, un 8e de finale, Pays-Bas-Portugal. Je crois qu'il y a eu 4 cartons rouges et je ne sais pas combien de cartons jaunes. Ouais, 16 cartons jaunes. 16 cartons jaunes. Mais ce match-là, de c'était finale. une boucherie. Ouais. Première occasion, tu as Boularouz, Boucherie. qui est un compatriote à Isma, bien évidemment. Boularouz qui s'essuie les sur Cristiano Ronaldo. Là, ça donne le ton du match. Là, tu te dis, là, ça va castagner, tu vois. C'était un match incroyable. Et la frappe de Maniche qui va qualifier les Portugais. Derrière, tu as le Portugal-Angleterre, où pareil, c'était un match, tu n'avais que des papas sur la pelouse. Déjà, quand tu regardes la composition, tu avais Gerrard, tu avais Lampard, Gerrard, Beckham. La Joe génération de Cole, malades Rooney, mentales. Ferdinand, Terry. C'est quoi cette Il équipe? y avait Scholes encore, non Paul Scholes. Non, Ouais, Scholes, il est parti en Il était 2004.
Non, il était est plus. parti en 2004. Ah, Ouais. il était plus. Ouais, il est parti en 2004. Mais tu avais une équipe de Ah, malades. t'avais Wayne Rooney qui débutait. Ouais. Exactement. Qui Et avait 21 ans. qui est expulsé justement par Cristiano Ronaldo. Ouais, par Dans Cristiano. cette Exactement. Par rencontre-là. Cristiano. Exactement. Mais en Exactement. fait, comme tu dis Et bien, après, on Nas, a c'était longtemps un craint mix pour Manchester après, entre mais finalement, la les. cohabitation s'est bien passée entre les deux par la suite. Mais on a craint le pire pour C'est ça, Manchester c'est ça. Non, après non, ce mais match-là. Grave. c'est un bon mix entre les anciennes stars et les nouvelles stars comme Rooney, Voilà. Messi, Cristiano, etc., qui commençaient leur première grande compétition. Et c'est Et, vrai que c'était un niveau c'était aussi incroyable. valable en équipe de France, tout ça. Ah, Ah bien oui. sûr. C'était Ah Ouais. bah oui, C'est bah oui. l'équipe de France, c'est la fin de la génération en 98. renouvellement de génération, le match de Zidane contre le Brésil. Oh là 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 là. C'est une Il masterclass. salit. Et Il salit. le parcours des Bleus, même Le si, même parcours s'ils des ne sont Bleus. pas allés au bout, enfin, même s'ils n'ont pas soulevé, Le but même de s'ils n'ont pas Ribéry soulevé, c'est contre le plus beau l'Espagne. parcours. Oh C'est le plus beau là là. parcours. Ouais, c'est clair. C'est C'est clair. l'Espagne qui disait on va envoyer Zidane à la retraite, on va envoyer Zidane à la retraite. Et finalement, c'est C'est Face à Zidane ça. l'Espagne. qui les envoie tous Ah, en il était beau vacances, ce match les aussi. Espagnols. Ah, il était Ah, il incroyable était ce match. énorme. Patrick Le, Vieira, le, Zidane, machin. Et le match de le coup Zidane contre franc, le Brésil, l'apogée. le coup franc de Zidane pour Thierry Henry pour la reprise de volée de l'intérieur du pied. Ah, La c'est seule passe de Ah, Zizou mais la en équipe de performance de France pour Zidane Ahmed. contre le Brésil, grave. masterclass. Ah oui, non, Et non la finale, mais ouais. le côté drama de la finale aussi, Ouais, le Ah, scénario. Ouais, bah c'est oui. ça. Le Bien sûr. scénario. La Panenka qui fait gamelle, le coup de tête de Zidane repoussé par Buffon, le cri de rage après derrière, et puis le coup de boule, D'ailleurs, voilà, d'ailleurs, pour, d'ailleurs, sur la finale, finale. sur le coup de boule de Zidane, l'arbitre utilise la vidéo hein, pour Oui. Ouais, il utilise la vérifier vidéo, qu'il le a bien quatrième été. arbitre. Alors que c'était Quatrième pas arbitre. encore officialisé d'utiliser la vidéo pour les arbitres. Ah, il a fait un Mais bon, retour vers le après, c'est vrai futur qu'il pour a fait. utiliser la VAR. C'est ça. ah, puis il y avait la Ouais. ferveur aussi, que ce soit en France, lorsqu'on suivait les matchs. Ah Comme vous ouais. l'avez dit, c'était vraiment la compétition qui a réuni toute une génération. Je pense qu'on a tous à peu près le même âge. C'est vraiment la compétition. On a vraiment été assidus du premier jour au dernier jour de la compétition. On était assidus sur cette compétition-là. À Et tous à les chaque matchs. victoire de l'équipe de France, moi je me souviens, j'allais à la République, en bas de chez moi, j'allais fêter, il y avait de la ferveur dans tous les sens. Franchement, c'était encore plus beau en termes de ferveur qu'en 2018. Malgré le sac, j'ai adoré cette période-là en 2006. Ah ouais. C'était incroyable. Le contexte était en Allemagne. Et en Allemagne aussi, Putain de exactement. stade pour tournoi, des stades de dingue, les infrastructures, n'avaient rien à dire. L'Allemagne, il y avait une petite génération qui commence à arriver, les Schweinsteiger, etc. Voilà, Klose était encore là, continuait à mettre des buts en Coupe du Monde. Franchement, il y avait tout dans cette Coupe du Monde. Ah, il y avait vraiment tout. Ouais. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Ça, Et, ça fait partie d'un. C'est un moment, comme disait Nat, c'est un moment un peu charnière du football, je trouve, où pour le coup, c'est pas la dernière Coupe du Monde où on voit ça, mais c'est l'une des dernières Coupes du Monde où tu vois vraiment l'identité de jeu par nation, quoi, vraiment, qui se c'est pose. ça. La seule exception, c'est l'Espagne par la suite qui s'impose aux yeux du monde dans les années 2010 et tout. Mais sinon, en fait, c'est l'une des dernières Coupes du Monde où tu vois que la France joue comme ça, l'Italie joue comme ça, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, en fait. Je Maintenant, suis bon, avec totalement les d'accord avec toi. sélectionneurs qui changent un petit peu, avec voilà, les binationaux, les sélectionneurs qui changent un peu de nation et tout ça se module un peu, le football de transition et tout ça se module un peu. Mais sinon, c'est l'une des dernières Coupes du Monde voilà, où l'Italie, tu sais qu'ils vont la jouer à l'italienne. Ils vont se mettre à 10 derrière avec le renard des surfaces. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné derrière la Coupe du Monde. Luca Toni. Ah là là. Exact. Luca Toni, gros saut avec son Grosso, penalty, la troisième, la Oh là reprend. Non mais attends, il y a la frappe Fabio contre l'Allemagne en Grosso, demi-finale, les gars. La frappe contre l'Allemagne, l'enroulé super. là. Enroulé, Ah ouais, Ah ouais, ouais, qui ouais. coupe les man, Et incroyable. Del Piero contre l'Allemagne aussi, Del Piero. Ah oui, le Del Piero en contre. prolongation Ouais, en Ah ouais, prolongation. Ouais. c'est contre-attaque qui vrai que fait cette mal, demi-finale qui fait mal. Allemagne-Italie, c'est vrai elle était merveilleuse, cette Ah, demi-finale elle était aussi. Elle était incroyable. exceptionnelle. Elle était Elle était incroyable. exceptionnelle. Et surtout Pirlo, En termes d'intensité et l'architecte. tout, c'était incroyable. L'architecte. 40 fois les commentateurs, ils disaient l'architecte, Pirlo, l'architecte, le Ah ouais. Ah constructeur ouais, du jeu à t'avais l'italienne. Totti, t'avais franchement au niveau du casting. Au niveau du casting, vraiment, cette Coupe du Monde, Ah oui, il n'y a rien elle est à dire. Hein. inégalable. Il n'y Ah ouais, avait elle est rien à dire. Il y inégalable. avait tout le monde. Hein. Il manquait personne. Hein. Il manquait personne. Ouais. Il y avait vraiment toutes les stars du football réunies dans cette compétition qui aura marqué notre génération, comme vous l'avez dit, les gars. Donc, c'est bien qu'on ait tous le même top 1. Enfin, on ne s'est pas concerté. Hein.
Ah non, concerté. C'est ça, c'est ce qui est fou. C'est qu'on ne c'est s'est pas du tout concerté, en fait. ça, exactement, exactement. Bon, écoutez, on va conclure, les gars. On va conclure cette émission spéciale meilleure compétition. Merci, les gars, de m'avoir accompagné dans cette émission. Cette émission qui sera disponible, bien sûr, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il y aura l'émission complète sur notre YouTube LBSFM. On vous mettra aussi quelques petits extraits sur notre Facebook et sur notre Twitter, sans oublier l'Instagram également LBSFM. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro parce que ce n'est pas le dernier top 5 qu'on va faire. On va en faire pas mal là jusqu'à la fin du confinement pour vous proposer toujours des émissions autour du sport et du football. Merci les gars. Salut les gars. Merci à toi, merci à vous. Ciao. À tout le Je vous monde. souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Allez, à très vite les gars. Bonne soirée.